Union sacrée de la nation congolaise, artisan d'un avenir grand fort à l'aise. C'est assez simple. Je ne suis pas, par exemple, médecin. Je ne veux pas entrer dans le domaine des médecins Ebola ou contredire. Mais qu'on respecte la discipline. Vous n'allez pas, si vous ne connaissez, vous ne pouvez pas mieux maîtriser le droit, je réponds à ça, que le professeur de droit. Sous Kabila, lorsque de voix s'est levée pour modifier la Constitution, on vient de l'entendre, vous étiez parmi ceux qui dénonçaient... Oui, vous étiez parmi ceux qui dénonçaient les dangers institutionnels. Ces dangers a-t-il disparu sous Tshisekedi ou vous avez simplement changé les camps? Non. S'il vous plaît, je vous demande de ne pas emprunter les arguments de la rue. Je n'ai pas changé de camp, je suis resté constant. Nous voulions que Kabila parte. Et il est parti. Et c'est comme dans le débat actuel. Si vous n'avez pas de répondants, et même dans le débat que vous avez engagé, que vous avez à l'opposition, tout ça, mais tout le monde avec qui vous avez engagé le débat n'est pas pour ceux des universités. Et j'ai accepté ce débat parce que tenant compte de votre niveau, vous êtes un grand journaliste que je respecte. Merci professeur. Oui, mais le professeur André Mbata ne va pas discuter avec des étudiants quand même. Vous n'allez pas même... Non, quand même. Qu'on se respecte. Je n'ai pas fait le journalisme comme vous, je vous respecte, mais dans mon domaine, je ne veux pas discuter avec des gens qui n'ont pas fait le droit. C'est bien. Alors, la proposition de loi Ngonankoya a été présentée comme une simple modernisation d'un cadre juridique obsolète datant de 2005, mais ces tests renforcent le pouvoir du président et permet au Parlement de se transformer en chambre constituante. N'y a-t-il pas une forme de tromperie dans la présentation qui en a été faite à l'opinion publique? Professeur. Bon, disons d'abord ceci, Stanis. La proposition de loi sur le référendum présentée par notre collègue Gaspard Ngouanako n'est pas la première. Nous sommes allés au référendum en 2005 sur base d'une loi sur le référendum signée, promulguée par Joseph Kabila. Donc, pour mieux juger cette proposition de loi présentée par le professeur Paul Gaspard Ngouanako, comparez-la avec la loi sur le référendum de 2005. Et puis ici, le référendum, c'est quoi? On appelle le peuple à se prononcer. Mais vous ne pouvez pas être démocrate. Donc, vous défendez, vous parlez du peuple à tout moment et vous opposez à ce que le peuple s'exprime. Et même quand vous me posez la question, peut-être vous aurez d'autres débatteurs et ainsi de suite. Mais mon cher ami, le professeur André Mbata est élu député national de Dimbelenge au Kasaï central. Et en vertu de la même constitution que nous voudrons respecter, le député national représente la nation. Mais vous aurez beaucoup de co-débatteurs, mais qui ne sont pas dans la même qualité que moi. Moi, je représente la nation. Mais nos amis de l'opposition là, ils représentent quoi? Ils peuvent parler au nom du peuple. Moi, j'ai été élu pour représenter la nation. Moi, j'ai été élu pour parler de l'Est, pour parler du Nord, pour parler de Kivu, de Bukavu, la nation. Et ils vont vous parler en quelle qualité? L'article 220, professeur de la Constitution, érige la limitation du nombre de la durée de mandat présidentiel en clause intangible. Défendez-vous toujours ce caractère intangible ou estimez-vous qu'elle peut aujourd'hui être contournée par voie référendaire? Très bonne question, Stanis. D'abord, une précision. Les dispositions intangibles que d'aucuns appellent clause d'éternité, en Afrique centrale, et je vais me situer là-bas, nous ne sommes pas les premiers. Ce sont les Congolais de Brazzaville, Congo-Brazzaville, lors du référendum de 2002, donc 3 ans avant que nous-mêmes nous n'allions au référendum, ils avaient adopté de telles dispositions intangibles par référendum. Donc ne parlons pas de dispositions intangibles comme si nous étions les premiers à les insérer dans la Constitution avant tous les autres pays. Je ne parle que de l'Afrique centrale, c'est l'Afrique. C'est le Congo-Brazzaville qui est venu avant nous. Et ces dispositions intangibles, ils les ont adoptées par référendum en 2002 et en 2016, ils s'en sont affranchis.
Disposition intangible, parce qu'on parle du référendum comme si c'était une nouveauté dans cet espace. La République centrafricaine est allée au référendum en 2016. Et à l'époque, j'étais également l'un des experts là-bas. Ils se sont affranchis de ces fameuses dispositions intangibles. Et le Gabon, je ne parle que de l'Afrique centrale, donc ce n'est pas une nouveauté. Le débat que nous menons aujourd'hui, il est vraiment dépassé. Et je dois vous dire, parce que nous sommes là avec vous, et vous êtes un journaliste très informé. Je suis également le directeur exécutif de l'Institut pour la démocratie. J'ai utilisé les médias, les réseaux sociaux. Voilà la Constitution, c'est l'anniversaire de la Constitution. Tous les scientifiques, où qu'ils soient, envoyer des résumés, on va en débattre. On va en débattre où? Au Palais du Peuple, parce que la Constitution, c'est l'œuvre du peuple. Les réseaux sociaux ont utilisé dans les médias. Appel à la communication, que vous soyez de l'opposition, de la société civile. Venez, nous allons réfléchir. 2024. Mais la question que vous me posez tout à l'heure, j'y ai répondu dans la revue africaine de la démocratie et de la gouvernance de 2024. Et quel était mon article, l'intitulé de mon article? La Constitution de la République démocratique du Congo, entre révision et changement à la croisée des chemins. Entre révision et changement, entre guillemets, il y a 2 ans. Mais qui a lu? Le débat où vous nous engagez, mais on a comme si des gens qui ne lisent pas. Et à ces colloques, il n'était pas là. Mais le professeur Bongeli est venu. Lui, c'est un sociologue bien respecté dans ce pays. Pour lui, c'est une constitution des belligérants. Mais vous voyez les gens qui ne viennent pas à un colloque scientifique et qui utilisent les réseaux de Twitter, aller sur les médias, qui montent un peu sur les sauts des moutons avec des Twitter, des petits messages sur le WhatsApp. Quand on les invite à un colloque scientifique, ils ne viennent pas. Un colloque scientifique ouvert et puis on vous attend autour d'un questionnement à une radio périphérique ou à une télévision pour vous poser la question. Une question à laquelle j'ai répondu il y a plus de 2 ans, comme s'il y avait une nouveauté. Mais on a affaire à des gens qui ne lisent pas. Les audiences sont peut-être différentes, professeur. Oui. Pour répondre à ma question. Mais maintenant, je vais répondre à votre question. Je ne ferai pas une question. Moi, quand j'enseigne, je dis ceci. L'article 220 contient les dispositions intangibles exprès. Et je donne les exemples. L'article 1er de la Constitution, c'est déjà une disposition intangible. La République démocratique du Congo est dans ses limites au 30 juin 1960 un état de droit. Mais c'est une disposition intangible qui n'est pas l'article 220 nécessairement. Un état démocratique, c'est une disposition intangible. Vous n'allez pas réformer cette constitution et dire que la RDC n'est plus un état de droit ou n'est plus un état démocratique. Ce sont des dispositions intangibles. Dans l'article 220 auquel s'accroche le commun des mortels, je le qualifie, c'est une disposition intangible expresse. Il y en a d'autres, et plusieurs dans la Constitution. Maintenant, j'avance, parce qu'il faut répondre à votre question. Je reviens à l'article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection, indirectement par ses représentants. Mais tout pouvoir, quand on dit tout en français facile, c'est tout pouvoir appartient au peuple. Il n'appartient pas à un individu, à un parti politique ou à un groupement politique. C'est au peuple de décider. La loi qu'on a adoptée sur le référendum ne signifie pas qu'on a réformé la Constitution. Non. On voudrait seulement donner la parole au peuple. Comment vous pouvez être démocrate? Ou comment vous pouvez vous dire militer pour la démocratie et vous opposer à ce que le peuple s'exprime? Mais le référendum, on n'en est pas au premier. Il écrit ceci. Les limites imposées par le constituant originaire, c'est-à-dire le peuple, ne contraignent pas le constituant ultérieur. Mais Stanis, vous ne pouvez pas décider, placer des limites en 2005, 2006 et espérer que les Congolais qui seront vivants en 2100 ne peuvent pas contraindre le titulaire du pouvoir, c'est-à-dire le peuple, qui a toujours la possibilité de s'en affranchir en les supprimant ou en les modifiant. Je ne m'arrête pas là. Stanis, pour ceux qui lisent, le doyen Georges Vedel, il était dans l'une des commissions constitutionnelles en France. Le doyen Georges Vedel écrit ceci, et vous, les auditeurs m'excuseront, vous avez choisi d'interviewer un professeur extraordinaire des universités. Le doyen Georges Vedel écrit ceci.
le souverain ne peut s'élier lui-même. Le souverain, c'est le peuple, il ne peut s'élier lui-même. En vertu de sa souveraineté, il ne peut à tout moment changer la norme qui lui interdit de changer. Je n'ai pas fini. Pierre Royer-Collard, j'ai choisi les auteurs francophones. Il écrit ceci: les constitutions ne sont pas des tentes dressées pour le sommeil. Je n'ai pas fini. Je vais citer un autre. Jean-Jacques Rousseau, que tout le monde connaît bien. Il écrit ceci, Jean-Jacques Rousseau: un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. Voilà, donc vous avez la doctrine est abondante à ce niveau-là. Donc je croyais moi finalement que le pauvre Ngonango, on avait mis fin à ce débat. Mais peut-être je comprends que les gens voulaient entendre le professeur André Mbata, il y est. Oui, et du coup, vous avez ma réponse. Et du coup, ça vous avez donné des références, mais du coup, votre position, vous, sur la question, vous avez donné des références. Mais je suis d'accord avec eux. Parce que le peuple est souverain. Donc, je suis d'accord avec l'article 5. Lorsque vous dites tout pouvoir émane du peuple. Donc mais le peuple, parce qu'il a tout le pouvoir. Donc les caractères intangibles de l'article 220 peut être contournés par voie référendaire. Vous êtes d'accord avec ça? Mais le peuple, est-ce que je suis d'accord? J'ai donné. Que tout le monde interprète. Tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Le peuple a le pouvoir de changer ses dirigeants. Le peuple a le pouvoir de changer ses lois. Et la Constitution est l'une de ces lois. Le professeur Ngonankoy a soutenu que le peuple souverain ne peut donc se limiter lui-même et que les articles 218 à 220 ne s'imposent qu'aux organes constitués, non au peuple lui-même. Partagez-vous cette lecture? Et si oui, pourquoi ne la défendiez-vous pas sous Kabila lorsqu'elle aurait pu lui profiter? J'ai dit ceci. Moi, je ne pouvais. Kabila devait partir. Je n'étais pas. C'était un étranger. Donc, ne me posez pas la question sur Kabila. Et vous voyez actuellement où il est Kabila. Donc, je ne pense pas que c'est vous qui allez poser des questions à mes références sur Kabila qui est du côté des rebelles. Et du côté Kagame, vous l'a dit, le président Kagame vous l'a dit. Comment vous allez dire? Donc, vous seriez prêt aujourd'hui, avec le temps, à défendre ce que Kabila a fait? On parle de la Constitution. Hein? Oui, mais vous parlez de Kabila. Vous parlez de la Constitution, mais vous parlez de Kabila. Je vais vous dire une chose. Vous savez, pendant la conférence de 2006, que nous avons, la conférence scientifique que nous avons en 2024 au Palais du Peuple, l'un des professeurs que je ne cite pas le nom, il disait ceci. Mais quand on dit que la Constitution a été changée, a été élaborée par les étrangers, ben, il y a des collègues qui contestent. Ils ont peut-être raison. Mais c'est lui qui avait promulgué cette Constitution. Est-ce qu'il était réellement congolais? Alors, j'avance. Un opposant a répondu à cette question-là, à cette réponse de Ngonankoy, et il dit, et lui oppose que le peuple est unique et indivisible. Non, le professeur Ngonankoy soutenait que le peuple est souverain, bah ça je l'ai dit, et un acteur de l'opposition lui a opposé que le peuple est unique et indivisible, et qu'il faut parler de deux formes du pouvoir, constituant plutôt que de deux peuples distincts. Quelle est votre position doctrinale sur ce point précis? Bon, moi, je dois seulement dire que je crois qu'il discutait sur l'article 220. Et l'article 220 ne concerne que la révision. Ici, nous parlons d'une loi qui a pour fondement l'article 5 qui ne se concerne pas la révision. Donc, je ne saurais pas répondre à cette interprétation-là ou de l'opposant qui a réagi. Et puis, encore faut-il le dire, je ne sais pas quel type d'opposant ou quel collègue ou quel ami de l'opposition s'adresse au professeur Ngonankoy. Je dis que les questions ici sont techniques. Les tests, vous parlez... En avance, professeur. Les tests adoptés par votre commission, donc PAJ, permet au Parlement de se transformer en assemblée constituante. N'est-ce pas là une captation de la souveraineté populaire par des élites dont le mandat ne prévoyait pas une telle mission? Je dis ceci. La théorie, je vous ai dit, vous le savez bien, je n'enseigne pas que dans les universités francophones. Dans les universités francophones, ils sont restés à la théorie là. Quelle théorie?
que pour qu'il y ait une nouvelle constitution, il faut une constitution des élus. Ce n'est pas nécessairement le cas dans le monde anglophone. Donc vous parlez à quelqu'un peut-être qui a les deux systèmes entre les mains, qui n'est pas lié au système français, qui ne prend pas le français pour se mettre, parce que j'ai devant moi, j'appartiens aux deux systèmes. Le système francophone, je le connais même dans ses limites, mais j'ai cet avantage d'enseigner également dans une université anglophone. Donc, il faut élire une constituante et puis ils vont élire, ça c'est le francophone. Aux États-Unis, on n'a pas fait ça pour établir une constitution. En Inde, on n'a pas fait ça. En Australie, on n'a pas fait ça. Donc, peut-être la question est posée à quelqu'un. Si j'étais uniquement dans le système francophone, ça se comprendrait. Vous parlez à un professeur des universités dont les connaissances vont au-delà de l'Hexagone, au-delà de ce qu'on a appris des maîtres français. Oui, on est d'accord, mais entre-temps, les tests Ngonakoi que vous avez examinés et fait voter a institué une chambre constituante. Oh, tout à fait. C'était factuel, professeur. Oui, le texte, on a voulu élargir. C'était une constituante particulière. Oui. Pas celle que vous avez connue en droit français. Oui, mais n'est-ce pas là, effectivement, la question, n'est-ce pas là une captation de la souveraineté populaire par des élus dont le mandat ne prévoyait pas une telle mission? Mais on vous dit, le peuple, c'est-à-dire ils sont bloqués par le système français. C'est dommage. Ici, le député national qui vous parle, que vous interviewez, mais moi je représente la nation, Stanis. L'opposant là, peut-être il a fui les élections. Peut-être il était incapable de se faire élire. Nous allons parler sur quel niveau? Moi je représente la nation en vertu même de la constitution qu'il prétend défendre. Mais la mission reçue du peuple pour représenter cette nation-là, pour représenter ce peuple, était celle d'aller voter, donc de se constituer en chambre constituante. Non, mais on prend le texte, on l'amène au peuple. C'est-à-dire, ce n'est pas la constituante qui décide. On prend le texte, c'est le peuple, on l'amène au peuple. Le peuple va juste voter par oui ou non. Or, il va voter mais le peuple peut voter oui ou non, il peut refuser. Le peuple, c'est ça la souveraineté du peuple. Il va voter un texte que la constituante aura élaboré. Or, la mission, peut aussi refuser. La mission que vous a confiée le peuple en 2023 n'était pas celle d'élaborer un test constitutionnel. Les amis qui vous disent qu'ils sont bloqués par le droit constitutionnel français. Et vous parlez, s'il vous plaît, vous interrogez un professeur qui enseigne dans les universités francophones et anglophones et qui a enseigné également dans les universités françaises. Et ça doit être clair. La coalition s'il vous plaît, moi en France, je ne suis pas allé nommer tout ce qui vous parle là. Qui a déjà enseigné en France? Professeur, non, c'est-à-dire vous parlez à quelqu'un qui n'a pas donné un travail pratique, qui n'a pas été un assistant, qui a enseigné comme professeur invité, professeur nommé par décret, professeur invité à l'Université de Paris 13 et Paris Sud. Mais vous allez nous référer à des gens qui, même s'ils ont fait des études en France, ils n'ont jamais pu être retenus comme assistants en France. Vous allez nous imposer quel débat? La coalition article 64 de l'opposition et plusieurs partis donc de l'opposition dénoncent ce processus comme une manœuvre déguisée visant à ouvrir la voie à un troisième mandat pour le président Tshisekedi. Cette lecture est-elle juridiquement fondée ou un procès d'intention selon vous? Moi, c'est un procès d'intention. Parce que le peuple, ils doivent aller chez c'est le peuple qui va décider. Et même, je me demande pourquoi ils ont appelé la coalition 64. Il n'y a pas de juristes, vraiment de constitutionnalistes de renom dans leur rang. J'ai comme la compréhension que dans les rangs de la coalition 64, il n'y a aucun juriste de renom d'ailleurs. Aucun constitutionnaliste de renom. Vous avez des hommes d'affaires, des gens qui ont fait le droit des affaires, le droit des... Vous n'avez pas, Stanis, un constitutionnaliste de renom dans ce camp-là. Vous n'en avez pas. Si demain... Allons à l'article 64 en question. Mais l'article 64, le peuple a le droit de s'opposer à tout celui qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation de la Constitution. Mais le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été démocratiquement élu. Il n'a pas pris le pouvoir par la force et il l'exerce en vertu de la Constitution. Mais par contre, voilà le piège dans lequel ils sont tombés. C'est l'alinéa 2e.
Tout ce qu'ils sont en train de faire, là, ça devient finalement une tentative de renversement des régimes constitutionnels. Donc, s'il faut accuser les gens de trahison, de coups d'État, mais c'est eux, parce que c'est une tentative, toutes ces manœuvres de villes mortes, ceci, cela. Mais c'est une tentative de renversement de régime constitutionnel qui est puni par le même article alinéa 2. Mais je me demande, ils n'ont pas eu de constitutionnalistes pour les aviser. Il manque tellement de spécialistes en droit constitutionnel qui pouvaient leur dire, attention, c'est dangereux. Si demain André Bata, un autre président, venait au pouvoir et utilisait ce même test pour prolonger son propre mandat, assumeriez-vous la responsabilité d'avoir contribué à créer cet instrument juridique? Stanis, la question est mal posée. Le président de Tshisekedi n'est pas là pour prolonger son mandat. Il veut poser ici, ce n'est même pas lui. Et vous voyez les masses de notre peuple dans la diaspora. Qu'est-ce que se fait factuellement? Non, ne peut-être pas d'entendre. Le peuple va, il n'est pas. Et le président lui-même l'a dit, hein, qu'il n'exclut pas la possibilité d'aller au-delà de ces deux mandats constitutionnels. Mais si le peuple lui demande, pourquoi vous interdisez un peuple? Non, mais la Constitution n'a pas prévu si le peuple demandait. La Constitution non, mais c'est le référendum. S'il vous plaît, gardons les prémices intellectuelles et scientifiques du départ de votre émission. Ne naviguez pas, n'allez pas dans l'erreur, ne tombez pas dans le piège ou dans la poubelle ou dans la tentative où une certaine opposition vous amène. Allons tout droit dans l'opposition. Le président Félix, ce qui est fait, ce n'est pas pour prolonger le mandat. Le peuple va décider. Décider de quoi? Décider de quoi? Mais en cas de référendum constitutionnel, le peuple décide. Il peut refuser, il peut dire non. Il peut dire oui, c'est le peuple. Et ça, oui, c'est la démocratie. Oui, il va décider sur base d'un test qui lui sera soumis par la Constituante. Oui, il peut refuser. C'est en France, parce que vous vous référez à la France. Mais on a refusé le référendum de De Gaulle. Cette campagne, le peuple peut refuser. Mais ce n'est pas, les prémices de la question sont déjà mal posées. Ce n'est pas pour prolonger son mandat, c'est donner la parole au peuple. Et vous voyez comment le peuple s'exprime. Je vais vous donner un petit exemple. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous savez que j'ai reçu dernièrement, j'ai reçu aussi des ambassadeurs. Stanis, est-ce que vous savez qu'actuellement, l'article 10 de notre Constitution, et je vais dans la diaspora, je crois le week-end, je serai en Belgique pour parler de ces choses. La nationalité congolaise est une et exclusive. Même vous dans la presse sportive, lorsque vous parlez de binationaux, ça ne s'applique pas dans notre droit, parce que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer? Mes félicitations pour ce que vous lancez comme espace. Mais les grands patrons de nos médias sont des Français. Est-ce que vous le savez? Mais c'est à l'occasion d'une telle réforme qu'on peut récupérer certains de nos compatriotes, brillants journalistes, mais qui sont français, qui ne pouvaient même pas nous poser des questions sur les questions de... Vous pouvez trouver un journaliste, un Congolais en train de diriger les journalistes français à Paris? Professeur, on va passer à la deuxième étape. Je sais que vous voulez. Donc, c'est même eux qui réclament aussi qu'on révise, qu'on réclame, qu'on reconnaisse une double nationalité. Sinon, nous n'allons pas nous enorgueillir de ces talents que nous avons, par exemple, dans la presse. Mais c'est ces talents qui ont encore la nationalité française ou belge. C'est pour récupérer nos compatriotes. Et aussi réclament. On peut avancer. Voilà, on va donc prendre quelques petites questions des auditeurs qui vous suivent depuis le début. Je rappelle aux auditeurs qui vont prendre la parole, ici, il y a une règle, celle de la courtoisie. Posez votre question, on n'insulte pas, on ne dénigre pas non plus, on pose sa question et on reste factuel. Monsieur Jonathan Bilari, vous avez une question à poser au professeur André Bata. Merci beaucoup, vous me recevez? On vous reçoit, allez-y, posez votre question. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire permanent, j'irai droit au but. J'ai des questions, et c'est des questions qui me taraudent l'esprit depuis un bon bout de temps, surtout votre prise de position. Si la Constitution est la source des difficultés actuelles, comment expliquez-vous que certaines institutions fonctionnent malgré tout lorsque les responsables respectent les règles établies? Comme de la Constitution, qu'ils viennent nous donner
les propositions et pourquoi ils veulent la réforme. Jusqu'à ce point, ils sont en train de déposer, je suis déjà à plus de 150 propositions de réforme venant des Congolais de l'intérieur ou de la diaspora, si bien que je ne peux même pas me prononcer moi-même. Mais Stanis, c'était quelqu'un que je connais bien, c'était un grand journaliste qui nous honore. Merci j'ai accepté. Sinon, je devais garder la réserve parce que je suis en train de recevoir les religieux qui viennent. Je vous ai donné l'exemple avant. Ils sont venus, ils n'ont rien à voir avec l'article 220 ou le mandat du président. Pour eux, supprimer l'État laïque. Faites-nous, ils sont venus. Ce sont des religieux. Nous voulons qu'on dise la République démocratique du Congo, c'est une nation dédiée à Dieu. D'autres sont venus, Jonathan, pour nous, devant cette affaire de l'agression rwandaise, avec du Rwandais supplétif. Cher professeur, c'est quoi votre position? Vous vous rangez pour le changement, oui ou non? C'est pourquoi j'ai dû poser ces deux questions. Ce n'est même pas moi là. Vous avez énormément de Congolais, si vous suivez les émissions. Même aujourd'hui, j'ai reçu d'autres Congolais qui vous disent l'instabilité de province, c'est ça ce qui nous concerne. On doit mettre fin à l'instabilité de province. D'autres viennent, il faut que le gouverneur soit élu au suffrage universel direct. Quand vous défendiez cette constitution, cher professeur, ce problème-là existait toujours. Merci Jonathan, ça sera votre dernière prise de parole. Ça, je crois que j'ai déjà répondu. Alors, monsieur Hiller, vous avez une question à poser. Monsieur Hiller Kaboula, une question à poser, allez-y. Ok, vous m'entendez, M. Stanis? On vous reçoit, allez-y. Je vais commencer d'abord par vous féliciter, donc remercier chaleureusement par rapport à l'espace de dialogue démocratique qui permet aux Congolais de débattre librement des questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Donc, merci pour cet espace. Merci. Et puis, je dirais au professeur Mbata que si le peuple est souverain, alors sa voix mérite d'être entendue non seulement sur les questions constitutionnelles comme vous êtes en train de recevoir les gens, mais aussi sur les préoccupations quotidiennes qui touchent directement sa vie et son avenir. Je m'en vais directement aux questions. Donc, bonsoir, cher professeur. Pourquoi faire de la réforme constitutionnelle une priorité alors que les Congolais attendent des solutions urgentes concernant l'emploi de nos étudiants que nous formons, puis qui sont chômeurs aujourd'hui, les salaires, les conditions des enseignants, des agents non mécanisés, l'accès à l'eau et l'électricité, la sécurité et la justice. Puis je vais enchaîner pour dire en quoi cette réforme va améliorer concrètement les quotidiens de la population. Et pour finir, par ailleurs, quel est votre principe? Je m'excuse, professeur, avec du respect que je vous dois. C'est à vous que je pose la question. Là, on n'est pas avec l'Église catholique. C'est à vous que je pose la question. Je vous réfère à ce que j'ai dit. Vous avez dit que vous êtes enseignant. Par respect, je vous respecte. Oui. Je réponds. C'est-à-dire, les préoccupations quotidiennes ne sont pas oubliées. Parce que vous êtes enseignant, ce régime continue à travailler malgré la guerre. Nous venons de très loin. Laissez-moi répondre. Monsieur Hiller, vous pouvez laisser le professeur répondre. Okay. Oui, s'il vous plaît, laissez-moi répondre. Mais les préoccupations quotidiennes sont nos préoccupations. Malgré la guerre, on s'efforce, le gouvernement, évidemment, il y a des problèmes, on vient de trop loin. On construit parce que vous êtes enseignant. Mais il y a 8 universités en train d'être créées. Moi-même, dernièrement, j'étais à l'université de Kananga, bientôt c'est l'université de Bunia. Mais il n'y a pas d'emploi, professeur. Professeur, je m'excuse, j'ai enseigné des étudiants depuis 2011. Ils sont à la maison, ils ont 45 ans aujourd'hui. Ils n'ont pas de mariage, ils dorment chez les parents. Vous formez, vous construisez les universités, c'est tant mieux. Mais où ils vont travailler? Ils n'ont pas de terrain de stage, ils n'ont rien, ils vont faire. Je comprends tout ce que vous dites. Merci, monsieur Hiller, ça sera votre dernière prise de parole. Professeur, allez-y. Oui, mais on vient de trop loin. Même Rome n'était pas construite en un jour. Il faut aller pas à pas, soyons patients. On construit les infrastructures dont ce régime. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi est bien conscient de cela. Et même nous-mêmes, au niveau de l'Union sacrée de la nation, nous ne sommes pas satisfaits. Nous avons des efforts à faire, nous venons de très loin. Il faut les infrastructures. Finalement, tout est construit dans ce pays qui a été détruit par les anciens régimes. Nous sommes d'accord avec vous. Mais Rome n'était pas construite en un jour. Donc, pas à pas, malgré la guerre, malgré ceci, malgré cela, vous voyez objectivement comme enseignant, vous allez noter que des efforts sont en train d'être faits malgré cela. Monsieur Rugen Mandia, vous avez une question à poser.
Ouais, merci beaucoup Stanis et professeur André Mbata. Bien avant que je pose quand même la question, je voudrais quand même... le professeur a dit que non, il y a peut-être dans les systèmes anglo-saxons, il n'y a pas de limitation des mandats. Je ne sais pas si je l'ai bien compris, mais même aux États-Unis, là où il cite, normalement, il y a un 22e amendement qui limite le nombre de mandats des président de la République en D. Et donc, aussi, rappeler ici que nous, en tant qu'Érigen, j'ai été en clandestinité pendant 2 mois à l'époque, aux côtés du professeur Mbata pour défendre la Constitution. Mais si c'était seulement parce que nous étions nés contre Kabila pour qu'il parte, en tout cas, aujourd'hui, sincèrement, je le regrette. Alors, je m'en veux pour dire sur tout ce que le professeur a dit, je ne vois pas une matière qui les motive pour que l'on puisse changer la Constitution. Toutes ces matières-là sont prévues et sont révisables. Même s'il donne l'exemple des catholiques qui avaient demandé la révision. Mais la révision, c'est différent des changements parce qu'il y a des articles qui sont verrouillés. Et maintenant, je ne comprends pas quelle est la motivation qui lui permet aujourd'hui de venir nous dire que l'on doit changer l'article 220, par exemple. Pour quelle raison? Parce que s'il peut quand même nous expliquer un peu en détail, est-ce que cet article 220 empêche à ce que les différents pouvoirs puissent mieux travailler ou comment en tout cas, jusque-là, je ne comprends pas cette motivation-là. Merci beaucoup, M. Reagan. Professeur. Oui, Reagan, merci pour la question et merci, on a été dans le passé. Je dois dire à Reagan, nous ne voulons pas changer la Constitution. C'est le peuple. Vous êtes à Kinshasa. Évidemment, en démocratie, tout le monde a son point de vue. Nous devons respecter les positions de tout le monde. Je respecte votre position. Donc, ce n'est pas moi qui veux changer. Nous sommes en train de recevoir des réformes. Ce n'est pas nous. Mais soyons aussi tolérants. Autant que j'admets votre position, je respecte la position de nos amis de l'opposition. Mais respectons aussi ces masses qui disent qu'il nous faut un État, qu'on supprime la laïcité de l'État. Respectons-les également. Respectons également ceux qui vous disent qu'à l'article 1er de la Constitution, nous voulons que la superficie du pays soit mentionnée. Respectons-les. Respectons-les également ceux qui disent la nationalité. Respectons également ceux qui disent que le gouverneur avec l'instabilité dans les provinces. Excusez-moi, professeur. Monsieur Reagan, on a beaucoup de demandes de parole. Non, je voudrais juste ajouter par rapport à la nationalité. Vous avez 30 secondes. Oui, ne nécessite pas que l'on puisse changer la Constitution. C'est une matière révisable. Merci beaucoup, monsieur Reagan. Professeur. Je réponds à Reagan. Vous avez comment la prémisse n'était pas exacte, Reagan. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de limitation de mandat dans le monde anglophone. J'ai dit tout simplement que ce débat-là que nous avons là, révision, changement, est-ce que c'est la Constitution qui vous empêche de donner la rue comme on entend dans les médias, dans les réseaux sociaux? Ça, ce n'est pas mon débat. Je n'ai pas dit cela, que dans le monde anglophone, il n'y a pas de limitation de mandat. Je n'ai pas dit cela. Mais maintenant, il y a des matières, on ne m'a pas laissé. Si la nationalité peut être révisable, mais qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent qu'il faut supprimer par exemple, le gouverneur doit être élu au suffrage universel. Mais vous allez toucher sur les compétences des provinces. Et ça va toucher à l'article 220, on n'est plus dans la révision, entre guillemets. Donc, il y a des réformes, déjà, ils sont en train de dire, les réformes sont en train de venir. Donc, soyons tolérants, je respecte votre position, nous respectons votre position, mais moi, comme je l'ai dit au départ, j'aurais dû me taire parce que je suis la caisse qui reçoit. Et les Congolais sont en train de venir. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Jafet Toko, vous avez une question à poser à André Mbata. Monsieur Jafet Toko, vous êtes là? Il n'est pas là. Monsieur Manix Ienda, vous êtes là? Je suis là, monsieur Stanis. Merci. Une question au professeur André. Bonsoir, monsieur le professeur. Bonsoir, Manix. D'abord, je vous remercie pour votre transparence et surtout votre dextérité en ce qui concerne la connaissance du droit constitutionnel.
Alors moi, je voudrais vous poser juste une petite question, peut-être à deux volets. Alors la première question est celle de savoir, est-ce possible d'utiliser le droit constitutionnel comme moyen de règlement d'une situation non prévue par la Constitution? J'ai réformé ma question. Là où la Constitution se fait, là où il y a un vide constitutionnel sur une question de société donnée, est-ce le droit constitutionnel peut réglementer la question? Si oui, comment l'État peut se servir de droit constitutionnel comme instrument pour résoudre une problématique de société qui n'a pas été résolue par la Constitution? Ma deuxième petite question, est-ce que vous avez un mot à dire au regard de ceux qui pensent que l'article 229 de la Constitution cache un mécanisme du changement de la Constitution, par le fait que la Constitution dit, article 229, la présente Constitution adoptée par les référendums entre en vigueur dès la signature par le président de la République. Il y a des gens qui estiment qu'on peut appliquer la théorie de l'acte contraire, c'est-à-dire le principe des parallélismes de forme et des compétences. La même autorité, c'est-à-dire le peuple qui a adopté la Constitution, la même autorité peut l'abroger, mais par la voie du référendum. Êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent de cette façon-là? C'est ça ma question. Professeur. Merci Manish. Je suis d'avis. L'article 229, de quoi je dis, la présente constitution adoptée par référendum entre en vigueur. C'est la théorie de l'acte contraire. Et je vous ai dit au départ que les articles intangibles notamment, c'est le Congo-Brazzaville qui les a mis par référendum. Et j'ai cité plusieurs auteurs qui vous disent que le peuple est toujours maître de son destin et de ses lois. Donc la théorie de l'acte contraire, au Congo-Brazzaville en 2002, ils avaient mis les dispositions intangibles. En 2016, le peuple qui est souverain est revenu là-dessus. La même chose en Centrafrique. Donc, je suis de cet avis-là. Et j'ai cité plusieurs auteurs, notamment Lavrov, j'ai cité Georges Vedel, j'ai cité même Jean-Jacques Rousseau. Donc, je suis de cet avis-là. Et puis, oui. On va prendre les 5 dernières questions, professeur. Vous voulez ajouter quelque chose en 30 secondes sur la question de Manix? Oui, Manix, il parlait de l'État qui peut se servir du droit constitutionnel. Non, le droit constitutionnel, c'est une science. C'est une science, comment l'État peut se servir. Mais du moins, ceux qui gouvernent, ils peuvent utiliser les mécanismes du droit constitutionnel, mais le droit constitutionnel, c'est une science autonome. Ici, là, nous sommes vraiment, l'État, c'est autre chose, mais le droit constitutionnel, ici, c'est une science, il faut la laisser comme telle, mais effectivement, les mécanismes, l'État s'inspire du droit constitutionnel. C'est pourquoi aussi c'est très important que les gens apprennent le droit constitutionnel, pas dans la rue, pas sur les réseaux sociaux, pas sur les TikTok, mais qu'ils apprennent, que les gens s'habituent à apprendre et qu'ils apprennent le droit constitutionnel et de constitutionnaliser eux-mêmes. Merci. Docteur Yann, vous avez une question à poser au professeur André Mbata. Oui. Merci Stanis. Je tiens d'abord à rappeler au professeur Mbata que Joseph Kabila est fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Mama Sifa. Il est congolais, d'autant plus que nous parlons du Congo. Évitons le seul argument que j'ai écouté du professeur, il faut changer cette constitution parce que Joseph Kabila, qui l'a promulgué, il n'est pas congolais. Et c'est très grave de cracher sur la mémoire de tout un peuple. Maintenant, la question, professeur, vous dites que vous êtes constitutionnaliste et que nous sommes l'ARI, nous ne pouvons pas débattre. Et vous mentionnez l'article 5 comme la souveraineté du peuple. Cette souveraineté, c'est cette RI que vous méprisez ici. C'est ce peuple-là que vous appelez l'ARI. C'est lui le détenteur de l'article 5. Un peu de décence. Professeur, question. L'ARI vous a donné mandat d'être député. L'article 100 de la Constitution organise et limite les fonctions des parlementaires, de voter des lois et de contrôler l'exécutif. Par quel mécanisme vous octroyez les droits de devenir une constituante et de proposer un texte? Ce n'est pas une manière de s'abuser de ce que vous appelez l'ARI.
pour citer une dernière question, nous connaissons que Félix Tshisekedi veut un texte taillé à sa mesure. Félix Tshisekedi change la constitution, il a une nouvelle constitution. Corneille Nangaa garde la constitution à Goma. Quelle sera la République et qui est vraiment le rebelle? Merci beaucoup. André Mbata. Bon, première chose, je crois que notre ami Yann, moi je n'ai pas dit que c'est la rue. Je suis député national, j'ai été élu par le peuple, ce n'est pas la rue. Deuxième chose, j'ai dès le départ mis changer cette constitution entre guillemets. Sur Joseph Kabila, ce n'est pas moi, vous référez-vous à Ngoï Mukwena et à d'autres. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas voulu insister sur le débat là des personnes. Et donc, s'il vous plaît, le peuple doit être respecté. Je suis représentant du peuple et j'aimerais qu'on respecte le peuple. Je n'appelle pas mon peuple qui m'a élu pour le représenter, je ne l'appelle pas la rue. Bon, maintenant, ça descend de la constituante en question. Je crois qu'Oyan est resté bloqué aux théories du droit constitutionnel français. Est-ce que vous savez, depuis 1960, combien de pays ont utilisé cette formule-là? Il faut élire les gens. Ça, c'est la théorie que nous enseignons. Les Sud-Africains ont l'une des meilleures constitutions au monde. Mais ils ne sont jamais allés par cette voie-là. Les Américains, la constitution américaine, et ils ne sont jamais allés par cette voie-là. Donc, ne restons pas bloqués à quelques théories que nous avons apprises du droit constitutionnel français. Non. Ici, donc, ce n'est pas un texte taillé sur mesure. On va donner, la parole sera donnée au peuple. C'est le peuple, pas la rue. Le peuple va se prononcer. Si vous voulez parler au nom du peuple, mais respectez le peuple. Mais il le vous a peuple dit, a le droit de réfléchir. Il vous a dit que le peuple ne vous a pas envoyé à l'Assemblée nationale pour écrire un test constitutionnel. Je viens de dire que nos amis restent bloqués à quelques notions du droit constitutionnel français. Moi, j'enseigne dans plusieurs universités. Donc, ce qu'on vous a appris là, pour qu'il y ait une constituante, on doit élire les gens qui viendront. Ça existait combien dans l'histoire de France? Monsieur Félicien Ouattana, vous avez une question à poser au professeur André Mbata. Monsieur Félicien Ouattana, allez-y. Merci beaucoup, cher Stani. Merci pour cette opportunité que vous m'accordez pour poser la question à M. Mbata. Avant de poser ma question, je vais vous faire remarquer que nous sommes devant un fait aujourd'hui. Ça m'a rappelé les procès des 100 jours avec le professeur Dieudonné Kalouba qui avait dit qu'au Congo, nous avons beaucoup de diplômés, mais nous avons moins d'intellectuels. Permettez, vous avez dit de ne pas dénigrer. Oui, je dis on reste courtois. Je préviens, oui, on reste courtois. Mais le professeur nous a considérés comme Larry ici. Il l'a dit, vous ne l'avez pas repris. Or, non, on va rester lui avons donné ces mandats qu'il a aujourd'hui, qu'il possède aujourd'hui. Permettez que je parle de ça au moins pour que je me sente à l'aise lorsque je pose ma question. Je m'aimerais rappeler à M. Mbata ici que nous, de la coalition 64, la question ce n'est pas de ne pas toucher à la Constitution. Nous savons que cette Constitution n'est pas une Bible. On peut la réviser. Mais que nous dit l'article 219 de cette même Constitution? Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, s'il parle du référendum, je lui pose la question. Comment nous allons partir au référendum sans le Nord et le Sud Kivu qui est occupé aujourd'hui par l'armée étrangère? Et troisièmement, si M. Mbata peut être honnête avec lui-même, à part l'article D qui nous parle du référendum, qui nous parle du cas où le peuple, on doit appeler le peuple au référendum, l'article 214 qui nous parle du cas où on doit appeler le peuple au référendum. Je cite ces articles. L'article D, c'est lorsqu'on doit déplacer la capitale Kinshasa pour l'amener peut-être au village de monsieur le président Félix Tshisekedi. L'article 214, c'est lorsqu'on parle de l'adjonction d'une partie de notre territoire à un autre pays, on veut céder cette partie à un autre pays.
Peut-être c'est ça les projets que M. Mbata et leur Union Sacrée sont en train de faire pour céder finalement le Nord et le Sud Kivu à l'occupation. Et l'article 218 qui nous parle bien évidemment de la révision constitutionnelle qui n'est pas possible au jour d'aujourd'hui, d'autant plus que nous sommes dans un état de siège au Nord et à Ituri, au Nord Kivu et à Ituri. Que nous dit M. Mbata par rapport à toutes ces évidences ici? Parce qu'ici, il a semblé malicieusement fuir qu'il n'est pas un politicien classique, mais qu'il est un professeur, le premier professeur noir de droit public, je ne sais pas de quelle université en Afrique du Sud. Merci beaucoup, professeur. Oui, Félicien, il faut faire la recherche. Je suis professeur extraordinaire et premier professeur noir de droit public à l'Université d'Afrique du Sud. Si vous avez le temps, comme vous utilisez les réseaux sociaux, allez sur Internet pour voir mon background. Et puis, quand vous adressez à moi avec tout le respect, je suis professeur André Mbata. Je ne suis pas monsieur comme ceux que vous avez, beaucoup que vous avez au C64. Je suis professeur des universités. Maintenant, pour répondre à la question, je crois que j'ai souvent dit que tout le monde n'est pas constitutionnaliste. Vous ne connaissez pas les méthodes d'interprétation de la Constitution. Moi, j'ai fait 2 ans à ça. Je respecte beaucoup les autres disciplines. Je ne sais pas quelle discipline vous avez fait. La Constitution s'interprète d'une autre façon. Ce n'est pas cette interprétation-là littérale. Donc vous avez à faire, je ne veux pas, comme je l'ai dit au départ, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai appelé personne la rue. J'ai fait allusion à d'autres. Je ne vous ai pas parlé de la rue, mais vous avez à faire, c'est un niveau différent de droit constitutionnel. Ce que vous dites là, nous n'allons pas interpréter de la même façon. J'en ai formé beaucoup d'étudiants, je ne veux pas vous dénigrer. Lorsque vous parlez de le référendum à l'article 6, je vous dis l'article 5, ce n'est pas l'article 2. Le peuple, tout pouvoir émane du peuple. Et je sais que vous lisez beaucoup, ou vous lisez quand même. Référez-vous, j'ai donné des références comme professeur d'université. Allez lire, allez consulter. La coalition 64, mon problème, c'est lequel? Ici, nous ne parlons pas de révision. Le peuple, j'ai cité Jean-Jacques Rousseau, le peuple est toujours maître de ses lois. Il peut les changer, même les meilleurs. Alors, je crois que je ne voudrais pas aller plus loin pour de peur que vous ne me preniez, vous ne me considérez comme un orgueilleux ou insolent. Mais la coalition 64, effectivement, il a un problème. Il doit avoir quelques experts, vraiment des bons experts en droit constitutionnel pour la viser. Et parce que nous avons quand même besoin d'une opposition dans une démocratie. Mais moi, je soutiens votre position, mais vous avez intérêt à écouter, à suivre les meilleurs constitutionnalistes qui existent. Pas nécessairement moi, il y en a d'autres. Mais j'ai comme l'impression que la coalition 64 n'arrive pas à bien interpréter la Constitution. Madame Gloria Senga, vous avez une question à poser. Gloria Senga, vous êtes avec nous? Non, c'est un opposant. Elle n'est pas là. Mais oui, allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, professeur Mbata, permettez-moi de commencer par un petit rappel. Nous étions avec vous à Paris dans le cadre du manifeste de Paris, aux côtés notamment du regretté syndicat de Koulou. Cher professeur Mbata, je me rappelle à cette époque, vous étiez parmi ceux qui s'opposaient fortement, fermement, à toute tentative de maintien de l'ex-président Joseph Kabila au pouvoir. Bien évidemment, au-delà des limites constitutionnelles. Vous expliquez d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, que le problème du Congo n'était pas la Constitution, mais les hommes qui ne l'appliquaient pas. Bon, vous affirmiez aussi, si j'ai une bonne mémoire, que ceux qui réclamaient une réforme constitutionnelle devaient démontrer précisément ce qu'ils voulaient changer et pourquoi. Alors moi, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui a changé entre le Mbata d'hier et le Mbata d'aujourd'hui? Quelle est précisément l'erreur de raisonnement que commettaient les Mbata qui s'opposaient au projet de révision constitutionnelle et que le Mbata actuel a corrigé? J'ai suivi tout au long de votre récit. Vous avez cité Rousseau, Vedel, Lavrov. Voilà. Vous affirmez que le peuple est souverain et qu'aucune génération ne peut lier les générations futures. Cher professeur Mbata, mais le peuple congolais qui a adopté la Constitution de 2005
et notamment l'article 220, était-il souverain ou non? Si oui, pourquoi invoquez-vous aujourd'hui la volonté du peuple à travers l'article 5, tout en relativisant la volonté du même peuple exprimée dans l'article 220? Une autre question. Si le peuple peut toujours revenir sur les limites qu'il s'est lui-même imposées, quelle est alors l'utilité juridique, cher professeur, l'utilité juridique réelle de l'article 220? Pourquoi les constituants l'ont-ils inscrit dans la Constitution? Ma question, cher professeur Mbata. Considérez-vous que cet article a encore une force juridique ou cet article est devenu une simple déclaration symbolique? Ma dernière question, cher professeur. Vous avez commencé votre démonstration en évoquant des articles transitoires devenus obsolètes. Soyons francs, cher professeur Mbata. Est-ce que réellement la suppression de quelques dispositions transitoires qui motivent aujourd'hui ces vastes débats nationaux sur la réforme constitutionnelle? Ou existe-t-il d'autres objectifs que vous n'assumez pas encore publiquement? Merci beaucoup, professeur André Mbata. Merci beaucoup, je salue Gloria Senga. On était avec elle lorsque c'était dans la transition sans Kabila. Gloria Senga était aussi l'une de mes étudiantes. Donc, vous comprendrez un peu les réserves que j'aurais parlant à une étudiante, une ancienne étudiante. Nous nous opposions à Kabila. Et je ne veux pas aller dans les détails. Nous nous opposions à Kabila. Le professeur Mbata reste le même. Je ne vous ai jamais dit, je ne vous ai jamais enseigné, Madame Gloria Senga, qu'une constitution était éternelle ou était intouchable. Je ne vous ai jamais enseigné cela. Le peuple congolais, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pauvre Mbata. Je vous ai dit que comme secrétaire permanent, et finalement je risque de me le reprocher. Parce que j'ai voulu retarder cette émission. Je suis en train de recevoir les propositions du peuple. Le peuple, ce n'est pas le pauvre Mbata. Le peuple, ce n'est pas Gloria Senga. Le peuple, ce n'est pas tel ou tel. C'est le peuple congolais, sur toute l'étendue du territoire national. Mais il y a des gens qui ne sont pas du même point de vue que vous, qui disent qu'il faut réformer. Est-ce qu'on doit le faire taire? Et ce régime, il est le plus démocratique. Il veut donner la voix au peuple. C'est au peuple de décider. Si le peuple trouve qu'il faut maintenir l'article 220, il va le maintenir. Mais comment est-ce qu'on peut se dire démocrate et refuser au peuple de parler? C'est ça le problème. Vous pouvez vous dire démocrate, non, nous parlons au nom du peuple. D'abord, vous allez parler au nom du peuple à quel droit? Qui vous a élu pour parler au nom du peuple? Vous n'avez jamais été élu, même pas un élu communal. Même dans la commune, vous ne vous êtes pas présenté, vous n'avez pas été élu. Même au niveau du quartier. Et comment certains vont... Nous parlons au nom du peuple. Oh, le peuple, le peuple. Qu'est-ce qu'est le peuple? Laissons la parole au peuple qui est à Kinshasa, dans nos 25 provinces et dans la diaspora. Cher professeur, vous dites constamment que le peuple décidera. Mais qui rédige les textes soumis au peuple? Le peuple lui-même ou les autorités qui exercent actuellement le pouvoir? Si le peuple ne peut répondre que par oui, professeur, ou par non, à un texte déjà préparé, où se situe réellement le pouvoir constituant? C'est ça la question, professeur. Mais c'est ça la question qui est posée au référendum tel qu'on vous l'a appris. Le peuple, s'il est, pendant qu'on s'exprime, il dit « je veux maintenir », il dira non. Ou le peuple dira oui. Laissons-le se prononcer. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? On vous dit que le peuple a parlé. Mais ayons confiance, soyons respectueux de notre peuple. Comment vous ne pouvez pas respecter notre peuple? Laissez-le se prononcer. On ne peut pas se dire démocrate et refuser que le peuple se prononce. Ce n'est pas moi qui vous dis. Ce n'est pas le Mbata d'hier. Non, ce n'est pas moi. Suivez la... Vous êtes à Kinshasa, madame. Regardez comment les gens s'expriment. Mais même si vous êtes contre, respectez-les quand même. C'est ça la démocratie, non? Elle vous a aussi posé une question sur... Professeur, la plupart des personnes qui soutiennent le changement de la Constitution sont la plupart des militants de l'Union sacrée. Merci beaucoup, madame Gloria. Merci beaucoup. Ça sera votre dernière question. Professeur, je rappelle qu'elle vous a aussi posé la question sur l'article 220. L'article 220, je l'ai dit, peut-être, je ne sais pas si elle a pris votre émission au milieu. Disons d'abord, nous qui enseignons l'article 220 avec ces dispositions, c'est apparu quand? C'est en France en 1884.
Mais toutes ces choses sont historiques. Ce ne sont pas des clauses d'éternité. Et puis nous faisons du droit comparé, Stanis. Il n'y a pas que nous dans ce monde, à l'heure de la mondialisation. Qu'est-ce que vous avez vu au Congo-Brazzaville, on a fait quoi? Ailleurs, on a fait quoi? Même sur la constitution dont on parle. On est resté lié à quelques notions qu'on a apprises quand on était à l'école. Alors, on va prendre une prochaine question. Maître Hervé Diakese, vous avez demandé la parole. Puis on va prendre des autres personnes et puis des autres et puis on va s'arrêter là. Je vais reprendre la parole. Maître Hervé, vous avez quelques questions à poser au professeur. Oui. Et d'abord deux petites observations liminaires. Bonsoir au professeur Bata qui aime bien qu'on mette en exergue son titre de professeur. Et par courtoisie, je le maintiens, mais je me félicite de ne pas être son étudiant. Je rappelle effectivement ce que Gloria Senga a dit. Effectivement, nous étions ensemble à Chantilly quand il soutenait exactement les contraires de ce qu'il est en train de soutenir aujourd'hui. Je crois même que plusieurs vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, ou à l'époque il nous enseignait sur Twitter et sur Facebook et sur WhatsApp, à cette époque ça valait la peine, il remettait en cause l'ensemble des théories qu'il soutient, notamment il soutenait les caractères intangibles de l'article 220, l'impossibilité du président Kabila de rester au-delà de la fin de son mandat, à moins de mourir et de ressusciter à nouveau pour être candidat. Mais tout ça, il nous dit, c'était parce que Kabila était rwandais et étranger. Mais ce qu'il ne confirme pas, si ce qu'il disait à cette époque était faux, et ce qu'il dit aujourd'hui est vrai. Parce qu'il est en train de se dédire, et de se dédire scientifiquement du haut, toujours, de son statut de professeur. Je rappelle aussi que vous êtes professeur par votre propre titre académique, par la thèse que vous avez défendue, mais vous êtes professeur chez vos étudiants. Lorsque nous sommes dans la cité, dans les débats publics, dans les débats citoyens qui sont les nôtres, vous n'êtes les professeurs des personnes. Quand vous êtes dans la salle de cours, quand vous êtes dans l'auditoire avec les étudiants que vous avez formés, effectivement, on doit vous reconnaître les différences qui vous sont dues. Hein. Mais ici, il n'y a pas de magister Dixit. Et d'ailleurs, vous avez... Posez votre question, Hervé Diakese. Oui, Stanis, le professeur a quand même eu largement du temps. Il est notre invité. Arrêtez de nous bousculer aussi de voir... Effectivement, nous sommes aussi les citoyens en train d'expliquer. Alors, posez votre question, maître Hervé. J'avais dit que j'avais 3 observations à faire. Non, vous avez dit qu'il y avait des observations. Non, oui, 3 observations, mais vous me perturbez. Et 2 questions, je m'étais trompé. D'ailleurs, la première, je viens de l'évacuer, donc il en reste 2. Professeur, quand vous émettez vos opinions, effectivement, ça a choqué beaucoup, hein, quand que vous les traitiez, peut-être que vous n'avez pas réalisé, vous aviez été très méprisant et condescendant en remettant en cause tout ce qui ne réfléchissent pas comme vous, en vous attribuant les mérites d'être un professeur extraordinaire, les meilleurs de la science, et puis après, chacun est libre de se voir comme il veut. La vraie question est que les opinions que vous émettez sont les vôtres. Et le langage que vous et les gens que vous invoquez. Vous invoquez Vedel ou la portion de Vedel que vous avez lu et que vous mettez en exergue sur une thèse. Donc c'est un postulat. Ce n'est pas quelque chose d'opposable à tous. C'est des positions doctrinaires. Et donc il y a aussi des positions contraires à ça. Et le fait de nous dire que vous êtes des 2 cultures juridiques qui font que vous pouvez faire la symbiose n'est pas une raison, et c'est ça qui va m'ouvrir à ces 2 questions, de faire une fraude à la Constitution, et que la culture anglo-saxonne du common law ou la culture américaine que vous invoquez, quelqu'un vous a rappelé, oui, mais les Américains ont limité les mandats, et que vous remeniez les gens à être bloqués à la culture française. La vraie question, que nous appartenions à une famille juridique autre ou pas, la vraie question est quelle a été la volonté du peuple congolais exprimée dans sa Constitution. Les Américains n'ont pas limité les mandats dès le début dans la Constitution. Ils ont constaté les affres de Yalta et la position que Roosevelt avait.
Et ils se sont dit, on ne peut plus continuer avec un président qui fasse autant de mandats et à des moments donnés mette en danger nos intérêts. De la même manière, notre constituant a dans son préambule expliqué que l'une des causes d'instabilité dans notre pays, c'est le fait soit de l'illégitimité des institutions, soit l'effet des individus, une fois au pouvoir, de s'éterniser. La raison pour laquelle il fallait limiter les mandats. C'est ça la raison pour laquelle les gens sont allés au référendum. Maintenant, votre argumentaire, qui pour moi est sophiste et spécieux, sur l'article 5, vous y répondrez ou pas, veut démontrer ceci. D'abord, primo, j'ai vraiment vu comment vous répartissez les rôles. Donc, Gaspard Ngondako est venu pour parler de l'organisation du référendum, mais il n'est pas encore une loi référendaire. Il nie le fait que l'organisation d'une loi sur les référendums est un acte préparatoire au projet que vous, au moins je reconnais ça, que vous assumez. Vous voulez changer la Constitution. Et vous voulez changer la Constitution parce que l'article 220 vous bloque. Alors vous citez quelques arguments en passant. Vous aussi vous êtes revenu sur la question de la nationalité, en parlant encore de la nationalité FIFA, comme le pasteur Moukouna, alors même que vous savez que la question de la nationalité fait partie des dispositions constitutionnelles revisables, qui n'ont rien à voir avec des dispositions intangibles. Et vous partez du postulat que... Maître Hervé, on vous a perdu. Donc... Oui, non, je suis là, vous m'avez. Que il y a un peuple du dehors qui n'est pas, qui peut toujours, de sa propre souveraineté, modifier l'actuel ordre existant et ne peut pas, aujourd'hui, vous affirmer, orbi et orbi, qu'il n'y a plus de clause éternelle. Donc, en réalité, toute constitution est en elle-même mouvante, y compris les dispositions que vous et moi, et surtout vous, considériez intangibles. Or, le peuple extérieur, professeur, c'est le peuple qui fait la révolution et qui renverse l'ordre juridique antérieur et qui crée un ordre nouveau. Donc, si vous créez un constituant qui lui-même n'a pas été mandaté pour ce faire, vous ne pouvez pas dire qu'il l'est fait sur base de l'ordonnancement juridique ou de l'ordonnancement constitutionnel actuel. Vous faites en réalité, professeur, vous préparez un putsch. Et ce putsch, vous le préparez uniquement parce qu'aujourd'hui, l'habit qui ne convenait pas à Kabila, vous préférez qu'il puisse convenir à Tshisekedi pour que désormais on ne puisse plus limiter ses mandats. Enfin, professeur, un peu de modestie, quand vous parlez des gens élus légitimement, pas après une tricherie de 7 jours à ciel ouvert avec des machines à voter qu'on retrouvait tous dans votre famille politique. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est même un peu mépriser ces peuples-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez la CENI de Kadiba qui est à votre rescousse. Nous étions tous ensemble au chantier, comme Gloria l'a dit, ou la Cour constitutionnelle de Kabouleta, que vous allez narguer les peuples en disant, bon, venez, c'est démocrate, alors que vous avez pipé les jeux. C'est démocrate comme les élections dont vous prévalez avoir été élu, professeur. Alors, vos deux questions, maître Hervé. Professeur, pourquoi vous n'assumez pas de questions. Mais professeur Mbata, hein? Professeur Mbata Mwangu, constitutionnaliste. Première question, honorable. Pourquoi vous n'assumez pas aujourd'hui que vous voulez déverrouiller l'article 220 pour permettre à Félix Tshisekedi Tshilombo, votre Mukwantombolo, de rester au pouvoir à vie? Pourquoi vous n'avez pas le courage d'assumer ça? La deuxième question. Depuis quand vous pouvez prétendre que le peuple souverain, repris dans l'article 5, dans tous ces alinéas, est le même qui vous a donné mandat pour ériger un constituant, alors que ce même peuple, et Gloria Senga vous l'a dit, a limité dans l'article 220 la possibilité de modifier les dispositions auxquelles vous voulez vous référer, et dans cette même constitution a donné les cadres qui peuvent faire l'objet des référendums. Et dans tous ces cas-là, il n'y a rien sur le fait de toucher à l'article 220. Enfin, un dernier élément, très rapidement, il prendra 30 secondes.
lorsque vous avez fait allusion au pouvoir de province, et vous dites oui, mais c'est vrai, vous êtes consulté pour modifier l'article 2, parce que dans certains cas, peut-être que l'instabilité des provinces pourrait amener à porter atteinte à cette disposition. Mais c'est justement l'effet de cliquer en matière constitutionnelle que vous connaissez très bien, qui veut que vous ne pouvez pas faire des modifications, des révisions régressives. Donc, en fait, vous êtes en train de nous dire que désormais, quand chaque fois que nous verrons dans la Constitution quelque chose qui nous est interdit et que nous considérons que ça gêne nos intérêts, donc quelqu'un peut se réveiller du jour au lendemain et dire non, j'ai rétabli l'esclavage au Congo. Parce que la partie du peuple qui me soutient veut que nous puissions régresser. Ou je remets en place la cannibali. Merci. Ou Merci alors beaucoup. j'autorise que tout le monde mange du chien. Mais là, ça va devenir compliqué. Hein? Merci beaucoup, Maître Hervé. Professeur André Mbata, vous avez suivi les observations et enfin les questions de Maître Hervé. Je salue Hervé, que je reconnais. Mais je comprends. Hervé, le professeur d'université n'est pas pour ses étudiants, il est pour la nation. Donc ce n'est pas par courtoisie. Vous pouvez ne pas m'appeler professeur, je suis reconnu comme tel dans le monde entier et ce n'est pas un problème si je suis professeur des universités que vous ne l'êtes pas. Ce n'est pas un problème. Alors je dois dire ceci, ce n'est même pas courtoisie. Vous avez passé beaucoup de temps dans les observations. Et vous revenez, je vous ai vu à Chantilly et Gloria Senga. Vous êtes vraiment cliqué au droit constitutionnel français. C'est que nous vous avons enseigné. Même si je ne vous ai pas donné cours, mais mes enseignants sont des doyens à Dar es Salaam. Donc je ne regrette pas. Mes anciens étudiants sont doyens à Nairobi, ils sont doyens ou chefs de département au Nigeria, je ne regrette pas. Et je me félicite que mes anciens étudiants aient atteint ce niveau-là. Peut-être que si vous étiez mon étudiant, vous aurez également atteint ce niveau-là. Dieu soit loué que non. Je ne peux pas me dire être ridicule dans les réseaux sociaux en changeant de position. Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau-là, malheureusement. Mais vous avez raison, le niveau d'aller changer d'avis du jour au lendemain. Non. Hervé Diakese, merci de laisser le Hervé, gardez votre licence en droit, vous parlez un professeur des universités. Alors, je dis ceci, la fraude, même quand il parle de la fraude constitutionnelle, c'est moi qui ai dirigé la première thèse par le professeur Kamoukouni, la fraude à la Constitution. Kamoukouni, professeur à l'université de Kinshasa, de triste mémoire. C'est moi le directeur de cette thèse-là, avec le professeur Ebouchab. Donc, si vous êtes limité, ne vous acharnez pas. Le peuple va se prononcer. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Mais laissons la parole au peuple qui va se prononcer. Pourquoi vous avez peur de ce peuple? Vous n'êtes pas capable de mobiliser le peuple? Vous êtes incapable que le peuple vous suive? Non. Vous allez faire des villes mortes et tout ça. Donc vous n'avez pas cette capacité-là de vous faire entendre par le peuple. Parce que nous, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est donner la parole au peuple. Ce n'est pas le pauvre Mbata qui s'est dédié. Le peuple. Le pauvre Mbata n'est pas le peuple. Vous aviez dit que Kabila ne pouvait pas se représenter, sinon il doit mourir et ressusciter. C'est ça la question. Arrêtez de nous Mais je me posais, mais à Chantilly, nous nous opposions tous, vous et moi. Donc aujourd'hui, vous mentiez. Non, je m'opposais à Kabila. Non, vous étiez en train de mentir. Est-ce qu'aujourd'hui vous dites la vérité? Je ne fais pas un débat avec l'avocat que vous êtes ou le licencié en droit. On parle des faits. Vous aviez dit la même constitution est la meilleure du monde. Kabila doit mourir et ressusciter avant de la changer. Merci beaucoup. Vous n'avez pas suivi. Donc vous mentiez. Non. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, vous voulez vous éterniser. Vous ne savez pas suivre même les journalistes. Merci beaucoup. Vous ne savez même pas suivre. Vous mentiez, c'est tout. Vous n'êtes pas capable de répondre à ça. Merci beaucoup. Vous mentiez. André Mbata, le C64 n'a pas de juriste de renom. Voilà le problème. Vous mentiez. Des avocats. Non, voilà. Je ne m'attendais pas. Nous nous opposions à Kabila et vous, et à l'époque, j'ai traité avec syndicat de Kolo, vous n'étiez que son assistant. Vous n'apparaissiez pas, Hervé Diakese. Vous êtes apparu après. Vous êtes apparu après lui. Hein? Donc, mon ami Hervé est apparu lorsque le syndicat de Kolo avec qui j'ai traité. Je ne traitais pas avec vous.
ni avec Gloria Senga qu'on avait amené, qu'on avait invité à Paris. Donc on ne va pas là-bas. Mais juste en 30 secondes pour répondre à sa question. Juste pour répondre à sa question, en 30 secondes. Laquelle? Il a parlé pendant longtemps, je ne sais même pas. Est-ce qu'il a fait une question ou il a fait deux Non, Quelle était sa question? Sa question de dire que vous étiez avec lui à Paris pour exiger le départ de Kabila, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais alors, oui, quelle est la question? Non. Nous étions avec lui, Kabila devait partir. Quelle est la question? Non, ce n'est pas de question. Non, sa question c'est que Kabila devrait partir parce que la constitution devrait être respectée. C'est que vous ne défendez plus aujourd'hui. Nous nous opposions à Kabila. Où est la question? Vous reprenez une question qui n'en est pas. Nous étions à Paris pour que Kabila parte par tous les moyens. Non, pour que la constitution soit respectée et ne soit pas révisée ou changée. C'était ça. Et donc, Kabila avait déjà changé la constitution en 2011, Stanis. Ne négligez pas. Kabila avait déjà changé la constitution en 2011 en touchant même l'article 220. Monsieur Steve Mbikaï, vous avez une question à poser au professeur André Mbata. Monsieur Mbikaï, vous êtes avec nous? Oui, je suis là. Allez-y, posez votre question. Bon, c'est pas tellement des questions parce que je viens de suivre Monsieur Yakessé qui a parlé, qui remet d'abord en cause les élections de 2023. Mais je rappelle Steve Mbikaï que Hervé Yakessé n'est pas l'invité principal, il a juste posé une question à l'invité, donc c'est-à-dire si on peut avancer. C'est pas lui l'invité. Bon, et d'accord, je vais demander une lumière au professeur Mbata, parce qu'ils ont dit que nous sommes bloqués par l'article 220. J'aimerais savoir comment cet article nous bloque, parce que moi je vois nulle part où il est dit que cet article, n'est-ce pas, il est intangible, je vois pas. Bah, tout le monde dit que 220 est intangible, je vois pas. Alors, s'il arrivait par exemple que nous fassions une révision fonctionnelle où l'article là, on le fait sauter, est-ce possible ou pas? Et j'aimerais savoir, parce qu'ils disent toujours que voilà, la Constitution prévoit la révision, mais pas de changement. Quand est-ce qu'on parle de changement ou bien quand de révision? Parce que la Constitution, généralement, a toujours beaucoup de chapitres similaires. Et si aujourd'hui, on faisait une révision où on enlève cet article-là de 120, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une révision ou d'un changement? Mais je vais surtout savoir réellement, est-ce que l'article 220, est-ce qu'il est verrouillé par quelle disposition, ou est-ce qu'il est dit qu'on ne peut pas le changer? Parce que c'est un débat qui revient tous les jours. Alors, comme on a affaire au professeur Mbata qui est là, peut-être qu'il pourrait nous éclairer par rapport à ce que soutiennent la plupart des gens, notamment les opposants. Je veux savoir aussi, est-ce que les opposants ont quel droit de s'opposer, n'est-ce pas, aux réformes engagées par les institutions? Parce qu'ils défendent la Constitution. Est-ce qu'il y a quelque part où on leur donne le droit de s'opposer à ceux qui ont justement le droit d'initier les réformes? Voilà un peu des petites questions que j'ai voulu poser pour Merci beaucoup. tout le monde. Merci beaucoup, professeur André Mbata. Bon, je salue Steve Mbikaï, mais je crois qu'il pose des questions intéressantes. Mais voilà des gens qui, lorsque Nanga s'installe à Goma, ils nomment les gens, ils nomment les magistrats, ils ne réagissent pas. En vertu de quoi Nanga, qui est leur allié, peut-il nommer un gouverneur? Non, si vous pouvez répondre aux questions de Steve Mbikaï, qui est aussi membre de l'ICOSAC. Bon, Steve Mbikaï, il pose des questions, mais moi j'aurais voulu me référer parce que je vous ai dit au départ les réserves que je mettais au sujet du concept changement de la Constitution. On a commencé l'émission par là. Et ça risque de nous demander beaucoup de temps, nous n'en avons plus beaucoup. Je préfère rentrer à l'article 5. Et la réalité actuelle, il y a une proposition de loi sur le référendum qui se base essentiellement sur l'article 5. Tout pouvoir émane du peuple. Le peuple peut tout réformer. Même l'article 220. Donc je ne veux pas, parce que le reste là, ça va nous amener dans la théorie, changement ou révision constitutionnelle, la théorie des doubles révisions.
vous changez d'abord la place de l'article 220 et puis vous le révisez. Ce sont des théories qui risquent de nous prendre du temps de discussions doctrinales entre doctrinaires. Nous n'avons plus le temps pour cela. Donc, de toutes les façons, Steve Bika, il peut vous voir dans votre bureau. Oui, l'honorable Steve peut me voir, mais je sais, mais les idées, ce qu'il émet sont correctes. Ce pouvoir a été élu. Le camp de mon ami Hervé Diaké, c'est lui-même qui était candidat, ne pouvait même pas gagner quelques voix. Ils ont perdu les élections. Il ne peut même pas parler au nom du peuple. Et maintenant, il s'oppose à ce que le peuple se prononce. Mais quel type de démocrate? Mais Monsieur Alain-Joseph Lomanja, vous avez une question à poser. Bonsoir à tout le monde, bonsoir au professeur Bata. J'étais en train de me poser une question que je voulais poser au professeur. Moi, je suis en train de me demander, parce que j'écoute depuis quelque temps ce débat, et on a l'impression qu'on avait un vrai problème de droit et qui bloquait la société congolaise, alors que moi, j'ai l'impression qu'on avait plutôt un problème politique qu'on veut résoudre par une question de droit. Est-ce que nous sommes certains que le problème que nous avons, c'est d'abord un problème juridique, ou bien nous sommes en face d'un problème politique auquel nous voulons trouver une solution de droit? Je pense qu'il faut commencer par là pour clarifier le débat citoyen et républicain tel qu'il est en train de se dérouler. J'ai l'impression que si on ne commence pas par là, on sera en train de se poser des questions inutiles qui n'avaient pas d'importance dans la situation actuelle du pays, mais en croyant qu'on est vraiment devant un problème réel. Donc, pour moi, ma première question au professeur serait de savoir si le problème auquel nous faisons face, c'est un problème de droit ou si c'est un problème politique auquel nous cherchons à trouver une solution de droit. Ça, c'est la première question. La deuxième question, professeur. Moi, ça fait 23 ans que j'observe les élections dans ce pays. Depuis 2023, quand on préparait les élections de 2006, j'avais commencé à travailler comme observateur électoral. Et je peux vous dire que le problème n'est pas que le peuple va s'exprimer. Le problème, c'est à quel moment la voix du peuple est entendue quand nous avons des instances politiques et juridiques qui se transforment en souverains primaires à la place du peuple. Donc pour moi, quand les politiciens de tous bords parlent de la souveraineté du peuple, ça me fait toujours sourire parce que je regarde ce qui se passe pendant les élections et je me dis, si c'est ça l'expression de la volonté du peuple, c'est que nous n'avons encore rien compris à la démocratie. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu que l'expression de la volonté du peuple a déjà été respectée de manière intègre, ou nous faisons un jeu politique et après nous nous prévalons de cette légitimité populaire? Merci. André Mbata. Bon, je salue Alain Joseph. Je crois qu'il pose des questions très intéressantes. Et je commence par la dernière. La démocratie. Il y a quelqu'un qui écrivait, j'ai oublié le nom de l'auteur, un gouvernement aussi parfait ne convient pas aux hommes. Je parie que Alain Joseph peut-être m'appelle de l'extérieur du pays. Mais regardez, le système parfait n'existe pas où le peuple s'exprime. Regardez les élections américaines, la plus grande démocratie au monde. Qu'est-ce que nous ne suivons pas? Regardons même dans les pays qui se disent de vieilles démocraties. Donc ce n'est pas un problème congolais. La démocratie n'est pas parfaite. Aucun système n'est parfait. On va toujours vous parler de fraude, ou bien on a interféré, ou ce sont aux États-Unis, la Russie a interféré, même dans le système, dans le système en ligne et tout ça. Non, ça existe partout. Il n'y a pas de démocratie parfaite. Il n'y en a pas. Où le peuple s'exprime. Donc c'est une situation, malheureusement, je crois que c'est Jean-Jacques Rousseau qui disait, un gouvernement aussi parfait ne convient pas aux hommes, mais à des anges. Donc c'est la situation est générale. Maintenant, le problème que nous avons au pays, nous on n'a pas dit que le problème est éminemment juridique.
Vous dites bien le problème est politique. Et on trouve des solutions, la Constitution doit s'adapter. Vous avez des problèmes dans des provinces, vous avez des problèmes ceci, cela. Et puis même actuellement, au moment où on parle, mais Goma là-bas, avec Nanga et les autres, mais pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas à ça? Pourquoi est-ce que nos amis, par exemple, ils sont partis, je m'excuse de revenir là-dessus, mais depuis quand, en vertu de quoi est-ce que Nanga a déjà brisé cette constitution? Et ils ne l'ont jamais critiqué? Nanga, là-bas, à l'est du pays, ils ont déjà brisé le Rwanda. Et ces supplétifs ont déjà brisé. La Constitution n'est plus respectée, là. Vous n'avez pas entendu quelqu'un de C64 ou d'une confession religieuse en train de dire non. La Constitution est déjà paralysée à l'Est. On est en train de parler de quoi? Donc le problème est politique, le problème est social, le problème est économique. Alors le droit doit essayer de trouver également des solutions. Et ici, comme nous disons, ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui veut changer la Constitution. Soyons honnêtes, soyons objectifs, soyons aussi tolérants. Ce que vous pensez, ce n'est pas ce que pense votre voisin. Si vous êtes pour la ville morte, mais il y a des gens qui sont pour le changement, respectons-les aussi. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le gouvernement du peuple. Et le gouvernement, c'est partout dans le monde, on n'invente rien. Donc voilà ce que je peux dire à Alain Joseph. Donc la deuxième question, la situation en général, vous n'avez pas exactement où la volonté du peuple s'exprime telle qu'elle est. Dans tous les pays au monde, la démocratie reste un système imparfait. Parce que comment voulez-vous, les hommes qui sont eux-mêmes imparfaits, ils produiraient un système parfait qui serait la démocratie? Aux États-Unis, ailleurs, vous avez des procès ailleurs. Voilà donc ce que je peux répondre à Alain Joseph. Merci beaucoup. On va prendre les 3 dernières questions en audio, puis je vais reprendre la parole pour lire 3-4 questions laissées par les lecteurs et les auditeurs. Madame Aneza, vous avez une question à poser. Madame Aneza, vous êtes là avec nous? Elle n'est pas là. Madame Aneza, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci, posez votre question. Bonsoir, M. Stani. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Vous m'entendez? On vous reçoit très bien. Allez-y. Allô? Allô? Nous, on vous reçoit, madame. Vous pouvez poser votre question. On vous reçoit. Ah, elle doit avoir un problème. Monsieur Évariste Kouété, posez votre question, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, Monsieur Stanis. Merci de m'accorder cette opportunité. Alors, j'ai 2 observations et une question pour le professeur Mbata. La première observation que j'aimerais faire, c'est celle de la différenciation entre l'opposition contre le fait que M. Kabila, révise la Constitution et la position actuelle par rapport à la révision ou le changement de la Constitution pendant que M. Félix Tshisekedi est au pouvoir. J'aimerais préciser que la Constitution du 18 février 2006, c'est un projet porté par M. Kabila en tant que gestionnaire de la République. Donc, elle portait ses aspirations et sa vision. Et vous vous souviendrez que l'UDPS, en 2005 déjà, s'était opposé à l'adoption de cette constitution lors du référendum. Ça veut dire que la position du professeur Mbata est totalement compréhensible parce qu'il s'est opposé à ce que M. Kabila change le texte que lui-même nous a apporté. Donc, l'UDPS, parti auquel appartient le professeur Mbata, s'est opposé effectivement au changement de la Constitution, mais il faut rajouter par M. Kabila. Alors, voilà, c'est la première question. observation. Ma question est celle-ci. Professeur Mbata, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre livre qui s'intitule « Constitutionnalisme et démocratie en Afrique ». Et ma question est celle de savoir, est-ce que les gènes, ça veut dire l'essence d'une constitution, peut-elle elle-même influencer la mise en œuvre de ces dispositions? Je vais être un peu plus explicite. La constitution du 18 février 2006, qui est à raison un pacte entre belligérants, et le peuple a été forcé à l'entériner. Est-ce que les conditions de sa naissance
peuvent influencer sa mise en œuvre. Et la sous-question est celle-ci. Est-ce que les difficultés de gouvernance que depuis M. Joseph Kabila, parce que c'est le premier à constater les difficultés de gouvernance liées à la mise en œuvre de cette constitution, est-ce que ces difficultés de gouvernance peuvent venir du fait que la constitution est l'ancêtre de l'accord global et inclusif, du dialogue intercongolais, qui ont fait une discussion autour d'une pacification, une discussion entre belligérants, et la volonté de porter le peuple vers ses aspirations profondes, je cite le progrès social et le développement, était laissée en marge. Est-ce que ces conditions-là de naissance de la Constitution peuvent aujourd'hui miner sa mise en œuvre? Merci beaucoup. Voilà ma question. Merci beaucoup. Professeur, à vous. Allez-y. Oui, merci Évariste, j'ai suivi vos questions. Et vous avez raison de dire que l'UDPS, mon parti, s'était opposé à la Constitution pendant que les autres étaient dans le sens de... Ils étaient en train de louer cette Constitution. Mais malgré cela, l'UDPS avait dû se plier. Ma réponse est simple. Vous avez... merci d'avoir lu ma publication sur le constitutionnalisme et la démocratie en Afrique. C'est vrai, oui. Les conditions de naissance d'une constitution peuvent influer sur sa mise en œuvre. Parce qu'en réalité, pour ceux qui étaient à Sun City, peut-être il y a des gens qui en parlent maintenant, qui discutent, ils n'étaient pas à Sun City. Nous étions à Sun City. C'était d'abord une constitution, c'était les belligérants qui dominaient. Et j'étais là. Ceux qui en parlent, qui discutent, ils n'étaient pas là. Donc c'était d'abord, et même on a suivi dans les interviews, Kabila disait c'est ma constitution. Je peux même dire que c'est ma constitution. Personne ne s'est battu pour ça plus que moi. Donc ma réponse est simple, les conditions de sa naissance ont influé sur la mise en œuvre. Et il faut également dire ceci. Le régime que nous avons actuellement, mais c'est le régime pour lequel nous nous sommes battus, à Chantilly et ailleurs. Moi qui vous parle, j'étais l'un des dirigeants de la transition sans Kabila. Moi qui vous parle, je réunissais autour de moi, il ne peut pas, Martin Fayulu était autour de moi, Katumbi était autour de moi, Syndicat de Colo était en réunion, nous sommes réunis en Belgique, nous sommes réunis en Europe. Le régime, c'est le type de régime que nous voulions. C'est-à-dire, je ne peux pas dire que c'est Tshisekedi où j'ai changé. Ce que je défends, c'est le type de régime. Nous voulions aller vers un état de droit. Nous voulions un régime qui assure le progrès social de notre peuple. Donc voilà ce que je peux... Réponse brève à notre ami. Donc, les conditions de naissance d'une constitution influent absolument sur sa mise en œuvre. Merci beaucoup. Madame Aneza, finalement, vous êtes là. Vous avez une question? Aneza, madame. Oui, merci beaucoup pour la parole, Monsieur André. Monsieur Stanis. J'avais une question pour le professeur André Mbata. Professeur Mbata, en tant que juriste, j'aimerais solliciter votre éclairage et votre aide aussi. Mon père est détenu à Kinshasa depuis près de 3 mois maintenant. Ce sont des éléments de la garde présidentielle qui sont venus le chercher à son domicile. Mon père, c'est Tade Moutouari Bignogno, le directeur de l'FPI, Fonds de promotion de l'industrie. Depuis, notre famille est sans information claire sur les charges retenues contre lui ou sur l'évolution de son dossier. Une personne qui a été détenue avec lui, puis libérée, nous a également alerté sur la dégradation de son état de santé compte tenu de son âge. Mon père a servi l'État pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, nous demandons simplement que ses droits soient respectés et que sa famille puisse savoir ce qu'il est devenu. Parce que ma mère aussi, qui est à Kinshasa en ce moment, elle est presque à l'arrêt. Ils ont aussi pris tous ces documents. On ne la permet même pas, elle, de visiter mon père. Ça fait 3 mois sans nouvelles. En tant qu'homme de droit, que conseillez-vous à une famille dans cette situation? Et pouvez-vous nous aider afin que son cas soit examiné avant que son état de santé ne s'aggrave davantage? Professeur André Mbata, député national, secrétaire permanent de l'Union sacrée et professeur d'université.
Madame Aneza, merci pour la préoccupation. Je comprends, c'est tout à fait normal. Mais je n'ai aucune information là-dessus. C'est vous qui m'informez. Je vais essayer également de m'informer davantage parce que vous êtes juriste vous-même. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Qu'est-ce qui se passe? Cela va demander qu'on puisse descendre, qu'on demande de quoi il s'agit. Donc, à ce stade, je prends seulement bonne note. Et si vous pouvez envoyer tous les détails aux journalistes et à Stanis, on va essayer de faire un effort pour s'enquérir de la situation. Merci beaucoup. Monsieur Jean... Merci beaucoup, Monsieur André. Merci aussi, Monsieur Stanis. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Bodjoko. Voilà, bonsoir prof. Bonsoir prof. Moi, je n'ai pas de questions, mais je voulais seulement rectifier ce que le prof a dit, que l'Église catholique a changé les Notre Père. L'Église n'a pas changé les Notre Père. Et dans certaines langues, l'interprétation était mauvaise, alors on devait juste réajuster. La preuve est qu'en Lingala, on n'a rien changé, puisque en Lingala, c'était toujours Stali Sabisotondi Mamasenginate, qui est la version même normale qu'on a repris après. C'était juste ce point de vue que je voulais donner au professeur. Que je salue d'ailleurs. Professeur, la rectification est là, venant de l'Église catholique. Oui, je salue le Père et je le remercie de l'accueil qui m'a été réservé à Rome où j'ai pu visiter le Vatican. Merci Père, mais vous comprenez vous-même. Mais que dites-vous de sa rectification, de sa correction? Vous comprenez que en français ça a changé, mon Père. Et puis il n'y a pas que ça, je voudrais dire au Père, en français au moins ça a changé. Vous dites qu'en lingala, ça n'a pas changé, mais en français ça a changé. Moi-même qui suis un ancien séminariste, qui vous ai peut-être précédé dans un séminaire avant que vous ne deveniez prêtre. Mais nous ressuscitons toujours, ne nous soumet pas à la tentation. Et peut-être aujourd'hui, je serai... Prof, c'est pour que ça ne soit pas une référence pour justifier le reste. Non, mais le reste, je voudrais dire ceci pour le Père. Il y a beaucoup de dogmes en droit canon qui ont été changés, Père. Depuis le Concile Vatican II, plusieurs dogmes ont changé. Si vous m'amenez, je peux vous donner la liste des dogmes qui ont changé. Mais mon Père, à l'église, on ne dansait pas. À l'église, on ne chantait pas. Mais mon Père, à l'église, le prêtre ne disait pas la messe en regardant les fidèles. Il regardait seulement... Alors, prof, là, on va parler hors de ce débat. Voilà, on va parler hors de ce débat. Merci beaucoup. Je salue le Père et à très bientôt. Merci. On va parler en dehors. On prend la dernière question avec M. Fred Baouma. Merci beaucoup, Stani. Vous m'entendez? On vous reçoit très bien. Bonsoir, Prof Mbata, et je suis content de vous retrouver ici. Je me joins à ceux qui disaient qu'ils vous ont connu en 2016, 17, 18 sous une autre casquette, puisque vous et moi, vous savez que nous nous sommes rencontrés plusieurs fois dans le cadre de la lutte contre les changements de constitution à l'époque. Et je tiens à dire que notre lutte n'était pas une lutte contre l'individu Kabila, mais une lutte contre le président de la République qui voulait violer la Constitution. Et nous nous sommes mobilisés contre lui. Nous avons perdu des amis en passant, beaucoup. Et donc, nous nous sommes mobilisés radicalement. Et vous avez joué un rôle important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, prof, c'est que vous étiez déjà professeur à l'époque. Et vous aviez déjà à l'époque des arguments d'autorité. Des arguments comme quoi personne ne pouvait vous contredire parce que vous étiez le constitutionnaliste. C'est lui qui connaît la Constitution mieux que tout le monde. Et donc, quand vous parliez à l'époque qu'échanger la Constitution devait provoquer des poursuites, c'était un coup d'État, vous le parliez en tant que doctrinaire, comme vous aimez le dire. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous venez en disant exactement le contraire, vous ne faites pas une rectification mineure, c'est ce que vous disiez avant. Vous faites un changement radical, vous dites exactement le contraire de ce que vous étiez en train de dire avant. Et donc, doit-on croire que le professeur, qui était déjà professeur, qui parlait avec autorité à l'époque, s'était complètement trompé, au point où finalement, il faut que vous nous disiez aussi sur quels autres éléments vous étiez si radicalement trompé. Parce que, vite de loin, la seule chose qui a changé entre le prof Mbata de 2016, 17, 18 et le prof Mbata d'aujourd'hui, c'est que l'un était dans la société civile en train de soutenir les changements et l'autre au pouvoir. Donc on peut penser que c'est puisque vous êtes à la mangeoire, comme diraient des gens,
que vous adoptez ces types de discours. Et donc, je me questionne. Moi, je ne suis pas juriste, mais c'est virement à 160 degrés, à 180 degrés, je ne le comprends pas. Ou plutôt, je le comprends, si je le regarde du point de vue de la position simplement que vous occupez ici. Mais il est troublant. Et vous ne pouvez pas, je pense que c'est léger de venir nous dire, un professeur peut se tromper, et donc je me suis trompé. Parce que vous ne vous êtes pas trompé dans les détails, prof. Vous êtes pas, c'est pas une erreur mineure. Et lorsque je vous entends, vous prenez des hauts tout le monde qui n'a pas de doctorat ou qui n'est pas professeur ordinaire comme vous. Mais si vous, professeur ordinaire, vous vous êtes trompé à ces points, sur un principe fondamental, parce que il faut rappeler, lorsque vous parlez des transitions sans Kabila, c'était aussi sur base de la contestation de comment la Cour constitutionnelle avait interprété la Constitution en disant que le président peut rester en fonction ad vitam aeternam. Vous êtes trompé sur ça aussi? Puisque dans ces cas-là, en tout cas, c'est comme si on parle à deux personnes qui ont complètement changé. Et donc, si vos étudiants ne peuvent pas vous contredire parce qu'ils n'ont pas votre niveau, et d'ailleurs, je pense que c'est insultant pour ceux qui ont été vos étudiants parce que vous espérez, vous parlez comme s'ils doivent rester des idiots éternels. Il n'y a pas d'espace pour les débats dans votre espace. Vous êtes le magistère, vous avez dit, et personne ne peut vous contredire, sauf que 5 ans plus tard, vous venez nous dire que vous êtes trompé sur la chose à laquelle on attendait le plus de vous. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous éclaircir, nous qui ne sommes pas juristes, mais nous qui peut-être essayons de trouver juste la logique dans ce que vous faites. Et la question que je voudrais vous poser n'est pas vraiment sur la Constitution, puisque je pense qu'on n'en finira pas. Et surtout que je ne suis ni juriste ni constitutionnaliste, vous direz. Mais qu'est-ce que vous direz à une personne que nous avons connue tous les deux, qui s'appelle Nita, qui a lutté à nos côtés, qui a rêvé le Congo, qui vous a cru? Puisque lorsque vous avez rejoint, lorsque vous étiez autour du docteur Mukwege, vous n'étiez pas juste comme un simple membre de la société civile ou un simple politique. Vous étiez là comme faisant partie de collectifs de professeurs d'université, donc de l'élite de l'élite. Et vous avez convaincu tous ces gens que les positions qu'ils prenaient étaient le vrai. Ils se sont mis dans des situations très compliquées, vous le savez. Les gens ont été arrêtés pour ça, vous le savez. Les gens sont morts pour ça. Et quelques années après la fusion au pouvoir, Nita est morte pour des raisons, pour d'autres raisons. Mais si elle devait vous regarder aujourd'hui, Nita, si le docteur Mukwege devait vous regarder aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ou à leur dire tous les deux? Et je rappelle que hier, c'était la célébration du 8e anniversaire de la mort de Lik Nkulula, qui a également eu à combattre Fred Baouma, juste pour vous compléter, aux côtés du professeur André Mbata, contre Joseph Kabila et surtout contre tout projet de changement constitutionnel. Professeur André Mbata. Merci, je salue Fred, que je retrouve aussi. Et je ne veux pas parler de Nita ou de Lunkulula que j'ai connu à l'extérieur ou ici, ni de Dr Mukwege qui reste après tout un ami. Mais je dois dire une chose, je n'ai pas dit que je me suis trompé. J'ai dit nous combattions Kabila. Moi, j'ai combattu Kabila. Je n'ai pas dit que je me suis trompé. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la Cour constitutionnelle n'a jamais pris un arrêt que le président devait rester en vie au pouvoir éternellement ad vitam. Non, c'est faux. On n'a jamais dit ça. Je ne voudrais pas dire faux, ça ferait mal à Fred, je ne vais pas lui faire cela. Donc, je n'ai jamais dit ça. La Cour constitutionnelle n'a jamais dit cela. Je n'ai pas dit au cours de cette émission que je me suis trompé. J'ai dit nous combattions Kabila. Et la suite ne pouvait que suivre. Donc, c'est le même prof. En fait, ce régime, Fred, c'est le régime pour lequel nous nous battions, le type de régime, l'état de droit. Et Dr Mukwege, et Nita, d'heureuse mémoire, et Luc Nkulula, c'est le type de régime, nous voudrions avancer, nous venions de loin.
Mais lorsque le type de régime, même s'il n'est pas parfait, mais nous étions avec Félix, le président actuel, nous étions avec les syndicats, nous étions avec Martin Fayoul et d'autres. Même si ce n'est pas parfait, mais c'est une étape, c'est le type de régime pour lequel nous nous battions. Et puis, à l'époque, c'était la révision constitutionnelle. Ici, nous ne parlons pas de la révision. Nous parlons du pouvoir du peuple. Et je ne suis pas en train de vous dire, et je l'ai dit, répété plusieurs fois, que je n'aurais pas pu parler. J'ai un devoir de réserve. Je suis en train de recevoir des propositions de réforme de ceux qui pensent qu'il faut réformer la Constitution et ils n'ont pas tort. Soyons aussi objectifs. Si nous nous disons nous sommes opposés au président Félix Tshisekedi au pouvoir actuel, mais il y a des masses importantes, il y a des jeunes, il y a des vieux qui veulent qu'on réforme. Est-ce que nous allons les faire taire? Ce n'est pas le président Félix Tshisekedi qui veut changer, ni le pauvre Mbata qui a changé. Mais laissez-moi, je suis pour l'université, mais je ne suis pas le peuple. Le peuple est en train de parler. Il va parler. Nous sommes des démocrates. Mais laissons le peuple parler. Laissons le peuple parler. Moi, je ne peux encore rien vous dire, je ne vous dis même rien. Mais le peuple est... Le professeur André Mbata. Ces débats, je pose les dernières questions. Fred, vous voulez réagir? Oui, Stanley, s'il te plaît. Prof, vous avez dit, vous n'avez pas explicitement dit que vous êtes trompé, mais vous avez dit... et Stanley vous a cité dans un de ses tweets, un scientifique n'est pas un dogmatique. Ce que j'ai dit hier, je peux le corriger aujourd'hui. Vous l'avez dit. Mais c'est admis, c'est connu de tous. Oui, ça, c'est une vérité connue de tous les scientifiques. Vous êtes en train de le corriger. Parce que, prof, lorsque en 2016, on allait à Chantilly, à New York, dans notre capitale, qu'on allait dans la rue, vous n'aviez pas dit que la seule raison, c'était parce que le président de l'époque était... Vous avez développé des arguments. Ils sont dans des documents. Je voudrais corriger, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit, je ne suis pas venu à cette émission pour dire que je me posais parce qu'elle était rwandais. S'il vous plaît, que ceux qui nous suivent enlèvent cela parce que vous êtes la deuxième personne. Il n'était pas congolais. Je vous ai dit, nous nous opposions plus. Il n'y avait pas de démocratie. Il était arrivé au pouvoir comment? Quel était le respect des droits de l'homme? Donc ne limitez pas les choses. Non, je me posais parce qu'il était rwandais. S'il vous plaît, je demande aux éditeurs de ne pas retenir cela. Le président, il n'était pas congolais, non? Non, mais je vous dis, il n'y a pas que ça pour lequel je me posais. Je demande à ce moment, avant que l'émission ne soit clôturée, pour que je ne vois des tweets après, pour dire non, le prof, il s'opposait seulement à Kabila parce qu'il était rwandais. Non. Nous voulions un état de droit, un état de droit démocratique et tout cela. Donc, que cela soit corrigé, ne prenez pas trop de temps à vous accrocher là-dessus. Non, ce n'est pas la raison pour laquelle, toutes les raisons pour lesquelles nous combattions Kabila. Que cela soit disparaisse, je ne veux pas voir des tirs qu'on combatte, non, le chef, le prof, on se posait seulement parce qu'il était rwandais. Non, que cela soit, je voudrais que ce soit clair. Merci pour cette clarification. Oui, voilà, lorsque vous parlez du peuple, et je suis d'accord que le peuple, à la fin, c'est lui qui décide. Mais le peuple ne vous a jamais demandé de venir modifier la Constitution. Bon, vous allez dire, vous n'en êtes pas encore là parce que vous êtes en train de collecter les demandes. Mais ce qui se dit, peut-être que vous l'entendez aussi dans la rue, c'est que vous avez déjà votre Constitution, que vous avez... La ligne semble être tracée d'avance. On a suivi les débats au Parlement hier. On a suivi les débats au Parlement ces quelques jours. On a vu les motions de modification du pauvre Chilumba être rejetées et être imposées. On a vu parfois que vous avez convoqué ces peuples-là et que vous ne l'avez pas écouté. Avant les élections de 2023, lorsque les gens se demandaient la levée de l'état de siège, vous avez réuni à l'Assemblée nationale l'ensemble de forces vives des Kivu et d'ailleurs pour pouvoir statuer sur l'état de siège. Ils ont dit que vous devez le lever. Ça ne s'est pas passé. Donc, les peuples dont vous parlez, c'est lesquels exactement? Est-ce que c'est le peuple à qui vous venez, je ne sais pas quand, imposer une constitution qui serait écrite par des représentants que vous aurez choisis? Ou bien à quel moment est-ce que le peuple vous a demandé
d'initier un changement constitutionnel. Vous allez dire encore que vous n'en êtes pas encore là, mais je pense, vraiment, je ne voudrais pas insulter mon intelligence, mais je pense qu'on sait tous où est-ce qu'on est en train d'aller. Et donc, moi, je ne vois pas à quel moment le peuple vous inviter. À la fin, le peuple sera obligé, puisque vous allez le mettre dans ces conditions-là. Mais quand même, prof, s'il vous plaît, vous êtes constitutionnaliste, mais ne méprisez pas tout le monde, parce que quand même, si on n'est pas tous juristes, on a quand même un peu de raison, non? Professeur, je vous permets de répondre. Hein? Oui, merci Fred. Fred, je vous entends. Nous n'allons pas changer, mais respectons aussi notre peuple, Fred. Hein? On va lui imposer finalement, on ne va pas croire dans le peuple qui a élu, le peuple qui vote, on ne va plus croire en lui, et ça deviendra quoi? Faisons confiance au peuple. Le référendum a existé partout. Je vous ai donné le cas de Gaulle. Mais le peuple a dit non. Si le peuple dit non, c'est non. Si le peuple dit oui, c'est oui. Respectons quand même notre peuple aussi. Oui, mais la question de Fred, c'est à quel moment ce peuple-là vous a demandé ce référendum? J'ai dit ceci. Le peuple a le droit. Le référendum, c'est quoi? C'est le peuple qui se prononce. Vous voulez me poser la question, à quel moment le peuple vous a demandé de le consulter? En démocratie. Maître Miviri, vous avez une question à poser au professeur Mbata. Maître Miviri, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup pour la parole. Voilà. Moi, j'ai une question sur ce peuple-là dont on parle. De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle de ceux qui sont à Gombe, de ceux qui sont, je sais pas, à Ngandajika, ou de ceux qui sont à Mbandaka, ou bien on parle aussi de ceux qui sont à Goma, de ceux qui sont à Kanyabayonga, de ceux qui sont à Kanyaruchinya, de ceux qui sont à Milembo et de ceux qui sont à Mikenge. Parce que là, quand on parle du peuple qui va s'exprimer, ou qui devrait déjà s'exprimer déjà sur l'opportunité même de ce référendum, est-ce qu'on prend en compte aussi ce peuple-là qui est dans l'impossibilité de s'exprimer? Et même si on disait qu'on va faire ce référendum-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas bénéficié du droit fondamental d'être protégés par leur propre État face à cette agression rwandaise. Est-ce que ceux-là aussi vont s'exprimer? Et comment on fait pour qu'ils s'expriment? Allô? Allez-y, professeur, si vous pouvez répondre directement à la question de Maître Miviri. Oui, Maître, pour la question, je dois dire qu'aucun régime, depuis 2000, ne s'est préoccupé de la situation de notre peuple à l'est du pays que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucun régime. C'est ce peuple-là pour lequel nous nous battons. Moi-même, vous parlez à un ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais j'ai sillonné le monde dans le cadre de la diplomatie parlementaire à défendre notre peuple de l'Est. Allô, vous me suivez? Tout le monde vous suit. Tout le monde vous suit. J'ai passé mon temps. J'ai risqué ma vie pour notre peuple à l'Est. Le peuple, nous ne pouvons pas être en paix sans notre population qui est à Goma, qui est à Uvira, qui est à Minembwe. Et chaque jour, nos compatriotes se battent. Malgré contre tous les problèmes, vous avez nos forces armées qui se battent. Les Ouazalendo, chaque jour, même au moment où on parle, ils sont en train de se battre pour notre peuple qui est à l'Est. Et nous nous préoccupons d'aucun régime, je répète, aucun régime ne se sera battu pour l'Est de la République démocratique du Congo que le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le référendum dont nous parlons, ce n'est pas aujourd'hui. Mais soyons aussi des hommes de foi. Ce contrée, le Bukavu, qui vous sera libéré. Le Nord qui vous sera libéré. Donc nous ne pouvons pas rester comme si indéfiniment. On ne vous a pas dit que le référendum c'est aujourd'hui, c'est demain. Mais je peux vous dire, le président de la République, ce régime, l'Union sacrée de la nation, nous nous battons pour que l'Est, le Congo retrouve l'intégrité de son territoire national. Nous en avons marre d'être esclaves du Rwanda. Et nous voudrons que les compatriotes se joignent dans la condamnation du Rwanda. Malheureusement, il y en a. Ils parlent tant aussi, mais qui sont? Combien se plaignent? Combien se battent contre le Rwanda?
Merci, professeur. Je réponds. Oui, est-ce que dans ces pays, il n'y aura pas de référendum tant que une partie du Congo sera encore occupée? Allô? Professeur, allez-y, à vous, la question vous a été adressée. Mais il me pose la question, je vais répondre en tant que qui? Il me dit qu'il n'y a pas, ce n'est pas moi qui donne, je ne suis pas le peuple, madame ou monsieur. Hein? Mais ce que je peux vous garantir, c'est que le Kivu sera libéré. Je peux vous parce garantir qu'en fait, vous parlez du peuple, il y a une partie du peuple qui n'a pas la possibilité de s'exprimer. Donc, il n'y aura pas de référendum tant que ce peuple-là ne peut pas s'exprimer. Ce peuple-là va s'exprimer. Et déjà, même au moment où nous parlons, ce peuple-là n'est pas totalement absent. Nous avons des députés et des sénateurs du Nord Kivu. Nous avons des députés et des sénateurs du Sud Kivu. Ce peuple-là. Oui, mais le député ne le remplace pas. Le député représente un peuple. Il ne remplace pas le peuple. Mais l'article 5 vous dit quoi? Le peuple, tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Mais oui, mais pour les référendums, pour les changements de la Constitution, il a limité ce pouvoir-là au souverain primaire, qui est le peuple. Mais attendez. Pas le représentant. Oui, je vous dis, attendez, soyez patients. Tout ce que nous savons, c'est que le Kivu sera libéré. Alors, ces débats, André Mata, on va maintenant citer, ces débats constitutionnels interviennent alors que le pays est en guerre à l'est. Où nous parlons, nous devons être respectueux des forces armées. Et les compatriotes qui posent des questions, et même vous de la presse, mais vous devez entretenir un journalisme patriotique. Ce n'est pas un patriotisme de désespoir. Une nation ne peut pas vivre de désespoir. Il faut nourrir l'espoir. Les Congolais peuvent-ils encore faire confiance à des institutions dont les principaux acteurs juridiques semblent changer de position constitutionnelle au gré des alternances politiques? Non, là, vous êtes parti sur les mauvaises prémices et vous voulez conclure sur les fausses prémices. Quels sont les principaux acteurs qui sont en train de changer des positions compte tenu de cela et de cela? C'est pourquoi je dis toujours souvent à la presse, ne tombez pas dans le piège. Je vous ai dit que je suis resté constant. Et ce n'est pas parce que je suis au pouvoir. Et j'ai toujours dit, quand le moment vient, je suis prêt à rentrer dans mes universités. Donc, ne me rabaissez pas à ce point-là, monsieur Stanis. Je l'ai souvent dit, je ne suis pas là parce que je suis au pouvoir, je l'ai souvent dit et redit. Ne suivez pas le langage de certaines personnes. Je ne suis pas en train de changer. Nous sommes en train de nous battre pour rétablir, pour que ce pays recouvre l'intégrité du territoire national. Ce régime, plus que tout autre régime, se bat pour l'intérêt de notre pays. Et même vous de la presse, je vais finir. La liberté dont vous jouissez aujourd'hui, Stanis, vous n'aviez pas du temps de Kabila. Non, professeur, le journaliste qui réalise cette interview a fait la prison pour son travail. Oui, c'est juste une parenthèse. Vous ne savez pas ce que j'ai connu, donc n'entrez pas. Quand vous êtes journaliste, restez, posez des questions, dites les échanges. Non, on fait notre boulot. Alors, c'est 5 dernières questions. Il ne faut pas prétendre qu'on change de position. Non, non, ça, je ne vous laisserai pas là. Si vous pouvez retirer ça. Je ne vais pas vous laisser sur cette note-là. C'était une question pas nominative. Non, c'était une question. Vous n'avez pas posé une question là. C'était une observation, il faut la retirer. Non, c'était une question, pas nominative, professeur. C'était une question. Alors, je passe à une autre. Certains membres de votre camp politique reconnaissent en privé que ce processus va trop vite et dans le mauvais sens. Entendez-vous ces voix silencieuses internes? Non, mais nous sommes en démocratie, nous sommes une plateforme démocratique. Hein? Nous sommes une plateforme, nous tolérons l'opposition, nous avons l'opposition au Parlement, et même la loi sur les conditions de référendum dont vous parlez. Mais j'étais le président de la commission PAJ, mais l'opposition était présente. On parle de quoi? Et vous soyez les journalistes les mieux informés. Quand j'ai commencé à présider cette réunion, l'opposition était là. En tout cas, nous, on sait que l'opposition avait claqué la porte. Si vous elle a claqué la porte lorsqu'il s'est agi de la plénière. Le travail en commission a été fait, l'opposition était présente, donc ayez le temps de vous informer. Si c'est ce que vous dites, professeur André Mbata, si vous avez à rédiger aujourd'hui une nouvelle constitution pour la RDC, quelles seraient les 3 dispositions que vous jugeriez absolument intouchables?
Oui, je vous reçois. Ma question, si vous aviez à rédiger aujourd'hui une nouvelle constitution pour la RDC, quelles seraient les 3 dispositions que vous jugeriez absolument intouchables? Pourquoi vous élevez le nombre à 3? Non, allons à l'article 1er. La République démocratique du Congo reste un État démocratique. C'est la disposition la plus intouchable. Et puis, il y a tout un tas de dispositions sur les droits et libertés fondamentaux. Mais les gens n'y attirent pas beaucoup de temps. Regardez même la structure de la Constitution. Avant même de parler des institutions, du président de la République, avant de parler du Parlement, du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, regardez la Constitution si vous avez le temps de la lire. Après les dispositions fondamentales viennent les droits et libertés des citoyens, qui viennent même avant les institutions dont on parle. Dans 20 ans, lorsque l'histoire jugera les acteurs de ce moment, de quel côté voulez-vous être? Celui qui a protégé la Constitution ou celui qui a contribué à la fragiliser au profit d'un pouvoir ou d'un individu? Non, je crois que vous êtes parti. La question est fondée sur les mauvaises prémices. L'histoire reconnaîtra que comme professeur, j'aurais joué mon rôle et je joue mon rôle. Ce n'est pas pour un homme, ce régime, c'est le régime pour lequel vous et moi, nous nous sommes battus. Avant-dernière question. Oui. Un constitutionnaliste peut-il, en toute rigueur intellectuelle, défendre une position sur un test fondamental en fonction du régime en place, où se trouve la frontière entre l'évolution doctrinale et l'opportunisme politique? Non, mais là, je ne vous permettrai pas cela. Non, c'est une question, c'est pas nominative. Non, ce n'est pas une question. Elle est basée sur quelle prémisse? Elle est basée sur de fausses prémisses. Vous voulez dire que le constitutionnaliste il défend aujourd'hui demain parce qu'il est au pouvoir, mais vous allez comme tous ceux qui discutent le droit constitutionnel sous les sauts des moutons et dans les TikTok, malheureusement. Je rappelle que c'est une question générale. Je parlais d'un constitutionnaliste. Non, ce n'est pas général, c'est une question fondée sur des faux principes parce que vous acclamez, vous acceptez ce qu'on dit, que le pauvre André Mbata a changé de position, maintenant qu'il est au pouvoir, il a changé, parce qu'il est à la bouffe. Je ne veux pas vous laisser dans ces raisonnements de seconde rue ou de basse besogne. Donc, je suis actuellement sous ce régime. Je remercie les amis qui ont posé des questions. C'est comme en démocratie, non? Chacun a le droit de s'exprimer, mais nous ne pouvons pas leur interdire. Et c'est comme nous, les médias sont aujourd'hui plus libres qu'avant. Vous pouvez parler, aussi, poser des questions telles que vous les posez là. Stanis, vous n'allez pas vous retrouver en prison. En tout cas, c'est ce que les rapports de GED et des journalistes indépendants disent le contraire. Non. Vous ne pouvez pas, sous l'ancien régime, pour avoir posé de telles questions au secrétaire permanent de la majorité présidentielle, vous pouvez vous retrouver en prison. Mais non, nous, mais après, vous ne savez pas les menaces que les journalistes reçoivent au quotidien, professeur. Non, nous les protégeons. Nous sommes les premiers à les protéger. Je salue les amis qui ont posé des questions. Le pauvre Mbata reste constant dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il fait. Ne considérez pas que non, il est au pouvoir. L'argument qu'on voit sur les réseaux sociaux, vous voyez les constitutionnalistes. Au début, ils disaient ceci, maintenant, parce qu'il est au pouvoir. Non, c'est le type de régime avec Félix-Antoine Tshisekedi. Évidemment, tout n'est pas encore parfait. Évidemment, il y a des choses à faire. Mais ce régime se bat pour le bien-être du peuple congolais. C'est ce type de régime pour lequel les amis comme les Fred et les autres, Kouloula, Lénit, nous nous sommes battus. Et quand ce régime est là, mais nous devons l'accompagner. Parce que c'est le type de régime pour lequel nous sommes battus. Je salue les amis. À voir si Kouloula, s'il était vivant, s'il allait être d'accord et content de ce qu'est devenu. Je l'ai connu, j'ai eu à discuter d'autres. Fred peut être proche de Kouloula. Moi, j'étais avec Kouloula avec plusieurs reprises, même avec Nita. Donc, je sais de qui je parle. Professeur, cette discussion est terminée. Merci de votre disponibilité. Juste une question que je pose à mes invités. Quel est le livre que vous êtes en train de lire en ce moment et qu'est-ce que vous pouvez recommander aux auditeurs? Professeur, y a-t-il un livre que vous êtes en train de lire en ce moment? Bon, maintenant, il faut être objectif. Je ne suis pas en train de lire un livre maintenant. Je suis en train plutôt de préparer une conférence que je vais donner à Bruxelles dans les jours qui viennent. Je vous dis merci de votre disponibilité, professeur André Mbata. Merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis de partout. Demain, je vous donne un autre rendez-vous pour parler Congo, pour parler du peuple et développement de notre pays. Professeur, une fois de plus, merci beaucoup.